Je vous écoutais hier soir tous les 2, l'un après l'autre, Arnaud et Edwige, jusqu'à presque 3 heures du matin et en fait, en m'endormant, j'ai eu cette image qu'au réveil, puisque pour moi c'est le matin, j'avais rendez-vous avec une fée et un clown qui menaient la même Ça lutte, va la main ensemble. dans la main, sans se connaître. Est-ce que c'est la première fois que vous vous rencontrez? Oui, absolument. Enfin, Voilà, Moi, donc non, j'ai déjà Arnaud croisé m'a 2 ou déjà 3 fois, rencontrée. mais elle était tellement prise dans autre chose que Voilà. voilà. Je suis souvent tellement concentrée, Voilà. accaparée, voilà. Mais bonjour, rebonjour donc Arnaud. Super chouette. oui, donc c'est quand même réconfortant de savoir qu'il y a plein de personnes de par le monde qui mènent la même lutte, mais quelle lutte! Quelle Combien lutte. d'années ça vous a pris, Edwige? Mmh. C'est impressionnant. Eh bien Et oui, parce que et comment on est bafoué, méprisé, ridiculisé quand on défend les enfants. C'est très difficile. Quand on défend les enfants, on gêne les adultes qui il faut juste comprendre quelque chose. Si vous voulez, expliquer, les bonnes, pratiques avec un enfant et à des jeunes parents qui, sont dans l'attente de leur bébé ou surtout l'ont dans les bras pour, le premier examen. Quand ils viennent, chez le pédiatre, ils posent le couffin, par terre et moi je dis: «Attendez, je peux pas parler avec vous sans avoir le bébé, prenez-le». Il dort, il dit: «C'est pas grave, il va dormir dans nos bras». Ils prennent le bébé, donc on se parle avec le bébé et là, nous avons vraiment des personnes qui sont très intéressées, qui ont envie d'être bonnes avec ce bébé, dont ils voient bien que c'est un miracle magnifique, et cetera. C'est le bon moment. Mais dès que les gens ont élevé des enfants avec, leurs agacements, leurs cris, leurs fatigues, leurs mains levées, c'est tellement grave de mal s'occuper d'un enfant qu'après, pour remettre en question, ils vont trouver toutes les mauvaises foi, tous les prétextes, parce que c'est compliqué, c'est douloureux. Donc il faut comprendre que quand on est tout neuf, on peut entendre et c'est vrai que ça va ensuite beaucoup mieux se passer. J'ai fait beaucoup de préparation à la naissance et ça se passe beaucoup mieux après. Là, j'entends tous les parents confinés, puisque nous sommes confinés en confinement, eh bien ceux qui ont eu les bonnes pratiques, la bonne information sur le développement de leur enfant, ils passent un confinement délicieux. Enfin, on se pose. Enfin, on est avec notre enfant. Ceux qui n'ont pas eu le temps de vraiment connaître leur enfant, 3 mois à la crèche, après l'école, la garderie, le centre de loisirs, et vite, vite, les transports en commun, fatigués, les problèmes de couple, etc., qui se sont énervés, qui ont beaucoup délégué, eh bien, ceux-là, le confinement, ils ne savent plus comment prendre leur enfant, avec quelle pincette, et ça ne se passe pas bien. Et ceux-là, c'est plus compliqué de dire ce qu'il faut faire parce que c'est douloureux de ne pas l'avoir fait. C'est Mais ça le problème. ce que tu dis, Ouais. Edwige, c'est que, en fait, souvent, on a cette impression que le respect viendra de la peur. Je t'entendais dire, en fait, hier, si vous voulez que votre enfant vous respecte, ne soyez pas violent envers lui. Et c'est étrange qu'en fait, on puisse avoir l'impression du contraire. Mais je me souviens d'un jour où mon premier enfant était bébé et mon papa éternuait très fort et il a éternué et ça a fait peur à mon fils et qui s'est mis à pleurer et j'ai dit: «Oh, il a eu peur, tu as eu peur» et mon papa a dit: «C'est bien, il faut bien i c'est bien qu'il ait peur de au moins une personne» et je me C'est suis dit: «Mais ça. c'est quand même incroyable qu'il pense que Et ce soit une bonne chose». au moins une personne, Clara, il y avait un peu de reproche là-dedans. Ah totalement, oui. Au moins une personne, ça veut dire parce que c'est pas bon qu'il n'ait pas peur de toi ou pas peur de son père. Un Il y a quand bébé même de ça 2-3 derrière. mois en plus, un Un bébé bébé de de 2-3 mois. qu'est-ce qui va se passer? Il va En nous fait, c'est manipuler? parce Ah mais que oui, oui. Mais moi, oui, j'ai déjà vu un enfant de 5 mois regarder un mur, hein. Je suis arrivé une fois chez une professionnelle, il était sur un transat et il regardait un mur et j'ai dit: «Qu'est-ce qu'il fait?» et elle m'a dit: «Il est puni». J'ai dit: «Comment?» «Il arrête pas de geindre». C'était une professionnelle de l'enfance. Voilà, c'est voyez. seulement un enfant de 5 mois qui fait des petits bruits. Je dis: «Oh là là Et là là là».
Mais l'éducation est tellement dans la peur depuis des siècles et des siècles que c'est pas facile. Quand Edwige dit que c'est une lutte, oui, c'est une lutte. Moi, quand j'ai écrit sur ce sujet-là et que j'étais invité chez des amis, on disait Arnaud vient, on parle pas ça. Hein. Ah C'est ouais. Ouais. C'est très douloureux. Parce que autrement, ça allait me faire démarrer, moi, peut-être dans mon enthousiasme et un peu durement. Et c'était. vous risquiez de les convaincre. Or, ils ont fait déjà, et c'est tellement Ouais, grave de pas. Mais moi, je pense, je dis souvent, c'est grave de frapper un enfant qui est faible, qui est en développement. ouais, oui. Et quand on sait maintenant aujourd'hui les conséquences. Alors, Mais ceux qui l'ont fait avant, qui croyaient bien faire, ok, vous pensiez bien faire. Donc, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de se culpabiliser pour pouvoir enfin réfléchir et enfin vous écouter ouais, oui, toi. et nous écouter. Après, Je- Clara, par rapport à ce que disait Edwige, alors je la rejoins tout à fait. Moi, je mettrais un bémol, Edwige, parce que je travaille aussi avec des familles en grande difficulté sociale et avec des femmes et des papas qui portent un bébé, et c'est déjà compliqué dans le vendre. J'entends des atrocités déjà quand l'enfant est encore dans le giron maternel, et parce que leur histoire de vie à ces parents-là est déjà compliquée et qu'ils ont eux-mêmes baigné dans la violence éducative, et ça se reproduit déjà dans le ventre. Moi, j'ai entendu une maman en mettant la main sur le ventre en disant « J'espère que celui-là va pas me faire chier ». Ah, c'est des gens qui ont peur des enfants. Oui, et qu'ils ont une histoire de vie compliquée, c'est-à-dire que moi, je me rappelle dans un lieu d'accueil parents-enfants, une mère s'est lâchée, lui a donné une claque à un gamin, et là, l'accueillant, qui normalement aurait dû être empathique, je pense qu'il n'en pouvait plus, et il lui a lancé « Qu'est-ce que vous êtes violente ?» Mais c'était tellement compliqué pour lui. Elle a pris son enfant, elle est partie, avant qu'elle ne C'est revienne. ça. Ça a Donc mis des là, semaines et des semaines. Elle est revenue 3 semaines après en poussant la porte en disant « Il n'est pas là, Lot ». Et donc, Lot n'était pas là. Et elle a dit aux accueillants, oui, il a dit que j'étais violente. Moi, je ne suis pas violente. Ma mère était violente. J'avais des coups de martinet, de ceinture, et j'allais à la cave. Mon gamin, je lui donne une fessée. C'est quand même pas ça qui va le tuer. Donc, il y avait une évolution quand même dans la famille, mais qui n'était pas dans notre cadre de référence. Et c'est comment on avance avec ces familles qui sont aussi en souffrance. Moi, il manque terriblement d'amour aussi, ces parents qui tapent. et c'est le serpent pourquoi, qui se mord la queue, puisque Oui, ça tout à fait des fait. enfants oui, difficiles. mais c'est pourquoi chaque maternité en France a une psychologue qui est attachée à la Oui, maternité oui. Ouais, ouais, ouais. pour essayer de repérer Tout à fait. les mamans en souffrance pour que ça ne se répercute pas sur le bébé. Ouais. Mais sans doute, le travail n'est jamais assez fait. Et puis, Et long aussi. je peux me permettre de dire que ces psychologues en France, elles ont une formation très psychanalytique. Oui, tout à fait. Donc, on revient au discours des psychanalystes qui sont très accrochés à la pulsion, la fessée. Et donc, tant qu'on n'aura pas donné aux psychologues la formation de l'abolition des châtiments corporels, des neurosciences, tout ce que ça fait, on fera difficilement bouger les choses parce que les psychologues, en tout cas en France, elles ont une formation basée sur les concepts psychanalytiques. Ça ne veut pas dire qu'on les met tous au panier, mais ça veut dire qu'il faut avancer aussi avec les sciences, avec l'expérience de vous, des pédiatres, avec... ouais, Ils il ne faut sont pas forcément avancer. actualisés, ne serait-ce que pour l'allaitement. Non. Je suis intervenu avant le confinement dans une formation d'éducateur. J'ai des éducateurs qui m'ont dit, mais on n'a pas du tout entendu la même chose de l'autre psy. C'est ça. J'ai entendu un psy qui défendait la punition, la mise au coin, enfin et moi je disais totalement l'inverse. Donc ils étaient paumés. Et C'est ça. si on ne travaille pas en tant que psy aussi sur son histoire, sur ceci, sur cela, bon, on reproduit. Et oui, donc, il faut absolument entrer ouais, dans les cours tout à fait. des facs Tout à qui fait. forment les psychologues. Hein. Tout à fait. Absolument entrer, Et tandis que sinon, on et n'avancera pas. ouais, et infirmier et éducateur. Éducateur, Et absolument. comment faire, Edwige? Parce Et que cette fois, pédiatre. ça a pris tellement de temps. Et puis maintenant, on voit, là, avant de vous parler, j'ai voulu parler avec Cassandra, une jeune fille, jeune femme, maintenant que j'ai connu enfant, qui travaille dans un centre de loisirs, donc avant l'école, après l'école. Et je l'avais interviewée pour un nouveau projet avant que la loi ne passe. Et donc, elle me racontait qu'elle, parce qu'elle ne punissait pas les enfants, elle n'avait pas de crédibilité auprès de ses collègues,
qu'on attendait quand même ça d'elle, qu'il y avait un jugement, que c'était comme pour les parents qui ne punissent pas, on dit: «Ah, elle a du mal à poser son autorité». Donc du coup, histoire de ne pas décevoir, ses collègues, elle faisait semblant, donc elle disait à l'enfant: «Bon, tu vas t'asseoir sur ce banc», mais elle se met à côté. Puis Comme elle d'abord devait elle être s'asseyait. malheureuse, elle était Voilà, alors d'abord, malheureuse. elle s'asseyait à côté et puis on lui disait: «Non, non, c'est pas punir, c'était assise à côté». Donc du coup, elle se mettait debout, elle faisait semblant de surveiller un autre enfant et en fait, elle parlait avec l'enfant qui était sur le banc. Et donc je l'ai appelée ce matin et je lui ai demandé si ça avait évolué depuis la loi. On n'en avait pas reparlé et elle m'a dit non. Elle D'accord. m'a dit: «Les gens n'ont pas intégré, les collègues, que, ça concerne aussi les violences morales et psychologiques. Ils ont tous compris que la fessée, ça passe plus, mais ça n'a rien changé pour ce qui est des punitions, des humiliations, des mots. Donc comment faire La pour que les professionnels soient actualisés? la formation et défendre que tous ces professionnels soient en analyse de pratique ou en supervision de leur travail. Absolument. Alors, vous Et ça, savez, moi, c'est un vrai projet de société, ça. tellement vous avez tellement raison, Arnaud, que voilà 14 ans que je me suis investie dans la petite enfance, Mmh. dans les crèches Ouais. et je suis depuis 14 ans, je vais sur place, je parle aux filles, je forme les filles. Mon problème, a été que, malgré tout ce travail, quand les filles arrivent en crèche, elles ont déjà reçu une formation et dans leur formation, ça n'est absolument pas Ouais, intégré bien sûr. et ils font des copier-coller de 40 ans. Ouais, ouais. Toujours les mêmes trucs dits par les mêmes personnes ou par des répétés des mêmes personnes. Résultat, quand elles sont sur le terrain, en équipe, avec les enfants, qu'elles ont toutes reçu cette formation, comme dit Clara, c'est très difficile de bouger. J'ai même rêvé de créer une école de formation de la petite enfance avec les bons concepts. Mais en France, c'est très difficile parce que tout est très Ouais, administratif. ouais. En sachant que je pense que alors je ne sais pas si c'est possible, mais il faudra intégrer dans ces écoles d'auxiliaires, d'éducateurs, un travail d'introspection. C'est-à-dire, moi, je forme aussi des éducateurs, ils entendent de la théorie. Il y en a qui comprennent des choses et qui transforment. Sauf que je les vois après 6 mois sur le terrain après, ils sont revenus dans leur ADN. Ils reproduisent des choses. C'est-à-dire que la théorie n'est restée qu'au niveau mental et elle n'a pas été digérée. Et donc, Mmh. ils produisent. Alors pourtant, ils ont appris des choses. Et donc, je pense que le travail d'introspection devrait commencer dès l'école. Je sais, vous Mais voyez ce que je veux dire? il faudrait, beaucoup, montrer les travails. Moi, depuis que j'ai regardé, vos émissions et tout, je trouve que c'est un travail formidable. Tout à Il fait. faut absolument le faire, Clara. Ouais, Et ce travail-là, il faudrait arriver à, l'injecter dans les programmes des collégiens et oui, des lycéens. tout Parce à que fait, c'est un âge où ils sont tout neufs tout à fait. et où ils sont encore très vivaces de leur mais là encore un obstacle, il y a toujours des obstacles, il faut les franchir. Il y a un obstacle, c'est que les maîtres, les professeurs ont peur de déranger les parents. Si vous dites qu'il ne faut pas taper les enfants, ils rentrent à la maison, ils disent, au collège, on m'a dit que et tu alors là, la Ah, roue de la culpabilité passe, alors là, alors, c'est terrible. ça, je l'ai Donc on c'est terrible ça. ça, je l'ai vécu très fort, Edwige, il y a 2 mois. Une infirmière m'a demandé d'intervenir dans une formation des gens qui se forment à l'aide à domicile, l'aide familiale. Donc des jeunes qui ont 15-16 ans, bac pro. Et c'était pour parler de la communication. Donc, à un moment donné, vous avez des jeunes filles qui se sont mis à pleurer parce que, je sais pas, j'évoquais des choses, ça a réveillé des pleurs. J'ai vu l'infirmière qui m'a invité un peu mal à l'aise quand même parce que je pense qu'elle était avec, oh là là, ils vont ramener ça à leur maison. Voilà, Ils vont dire que Monsieur Deroy a dit que. Et voilà. Mais c'est pour oula, ça que c'est bien qu'il y ait une loi, puisque maintenant c'est plus Arnaud Alors Edwige qui le dit, c'est l'avantage, plus une opinion. C'est c'est ce que me ça. disait en ciné-rencontre avant que la loi ne passe, Catherine Guéguen, qui me disait ouais, avant c'était une opinion, au XXIe siècle, ce qui est génial, c'est que c'est prouvé par la neuroscience. Mais ouais. Voilà. maintenant, depuis juillet, c'est en plus la loi qui l'exige. Alors le Donc on peut pouvoir de la difficilement. loi, Sarah, la loi, ok, les neurosciences, ok, mais moi j'ai une amie qui travaille en France, dans une grande région de France, dans laquelle je suis interdit parce que je dis des choses de ce type-là. Elle s'est entendue dire, cette éducatrice, bientraitance et service public ne riment pas ensemble. c'est ça, Elle en j'appelle ça de la a, ouf, maltraitance elle a resté institutionnelle. 1 an, cette dame, parce qu'elle faisait un travail énorme de bientraitance dans cette crèche. Elle dérangeait et on l'a éjectée. Et C'est moi, ça. j'ai éjecté aussi Alors cette quels sont les recours? Donc Edwige, Alors toi les qui as été recours, Clara. politicienne.
Oui, les recours, Clara. Cette loi, elle est quand même je vous donne son chemin maintenant, parce qu'il y a un chemin devant. Comme vous dites, elle est très importante. Pensez déjà que, par exemple, sur les vaccins, en France, personne ne voulait de vaccins, les vaccins, le complotisme, et puis voilà. Le gouvernement a rendu les vaccins obligatoires. Je vous assure que moi, qui suis médecin praticien, reçois des enfants partout, en crèche, etc. Ah, ça s'est complètement calmé et tout le monde fait les vaccins. Le poids de la loi. Donc aujourd'hui, les gens n'ont pas encore compris parce que la loi, il faut qu'elle fasse un petit bout de chemin dans la pratique. C'est-à-dire que la loi, elle dit l'autorité, écoutez bien, c'est pas rien. Parce que quand on a communiqué autour de la loi, pour que les journalistes ne fassent pas des levées de boucliers, on a dit non, mais c'est pour le code civil, c'est pas pour le code pénal, les papas vont pas aller en prison, rassurez-vous, il y a pas de punition. C'est pas vrai. La loi, elle dit, elle est pour le code civil, mais elle dit l'autorité parentale exclut toute violence physique ou psychologique. Et moi, j'ai toute la journée des parents, je vais encore en recevoir des tas de mails de parents qui sont séparés. Le père voit que le beau-père frappe son enfant, que la mère ne dit rien sous l'emprise de son nouveau compagnon. Eh bien, si la mère est avertie que si elle laisse faire, elle va perdre son autorité parentale, ben, l'autorité parentale, c'est ce qui vous donne toute votre place de parent. Mais cette Alors, le jour où les... formatrice dont parlait Arnaud, qui a été Oui. renvoyée, quel serait son recours à elle? Alors, ça, c'est... Je Ah vais bah pour vous dire l'instant, après. elle a eu le droit au conseil disciplinaire, où elle ne s'est pas présentée, où son avocat s'est présenté, où même l'avocat a dit bah, tant mieux que vous n'êtes pas venu parce que c'était un massacre. Même moi qui n'ai pas concerné, j'étais mal. Et donc je pense qu'elle va aller plus haut maintenant. Mais c'est terrible d'entendre des choses. Et c'est-à-dire que je pense que ça a démarré le malaise là parce qu'ils ont projeté l'Odyssée de l'empathie sur cette ville. Et pendant l'Odyssée de l'empathie, avec mon côté clownesque, comme vous dites, je dis que les bonobos, ils ont un adulte pour deux, pris en charge par un humain. En France, c'est des auxiliaires s'occupent de 5 bébés. Le choix est vite C'est fait. ça. C'est-à-dire C'est comment ça. on peut imaginer que ce lien d'attachement soit sécure, qu'il n'y ait pas de violence institutionnelle, quand une auxiliaire qui fait un métier formidable s'occupe de 5 bébés en crèche. Et tellement peu, J'espère que cette tellement peu commission... reconnu. Comment? Et très peu reconnu ce est peu métier. reconnu. J'espère Alors que que c'est un don de soi. on citait Boris Cyrulnik tout à l'heure. J'espère que cette commission des 1000 jours va défendre que les auxiliaires en crèche, c'est 1 pour 3 et pas 1 pour 5. C'est ça. Mais le problème, c'est que ce sont des problèmes toute une société. Par exemple, quand vous pensez qu'à l'école, qu'on appelait maternelle n'a plus rien de maternelle et qu'on dépose les enfants très tôt, qui vont dans une cantine, il n'y a pas un adulte qui ferait la journée d'un enfant. Ouais. Car ce sont toujours des adultes qui changent. Et les adultes qui devraient être le matin, faire la classe, faire la cour de récréation très violente, faire la cantine très bruyante, très infernale, après une cour de récréation où son secours, on est mal surveillé, il n'y a pas de quota d'enseignants, il y en a mais ils ne sont pas respectés. Et après, encore la classe, et après le centre de loisirs, où vous êtes en randonnion devant une télé ou sage, machin. Et après, le mercredi, toute la journée, la pire des violences, avec, vous avez certains centres de loisirs. Pour moi, le critère, c'est quand l'enfant il veut y retourner. Mais si vous faites des sondages auprès des enfants, la plupart veulent rester chez eux un peu respirer. Donc, les parents ont des transports en commun très compliqués. Ils rentrent, ils sont fatigués. Le couple va mal, ils crient encore et ils me disent « Docteur, quand est-ce qu'il va enfin se coucher et dormir ?» Couper le courant. Donc, vous comprenez, il y a beaucoup de violence dans le rythme de vie. J'admire beaucoup les pays nordiques. Ils ne vivent pas comme ça. Ils ont tout compris. J'espère qu'avec le télétravail, les entreprises vont peut-être changer leurs horaires. Arrêtez de faire en France une pause midi. Vous êtes aux États-Unis, Clara. On ne fait pas une pause déjeuner comme ça, 1h30, 2 heures. Donc tout s'arrête pendant 2 heures. Alors les enfants sont livrés à eux-mêmes, à la cantine, à la récré. Il y a comme dans les pays nordiques, le congé de paternité. Au début, ça m'a beaucoup étonnée quand on me disait paternity leave. Je disais, mais c'est quoi? C'est extraordinaire.
Je pense c'est que le ça. papa a droit au même temps que la maman. Mais je me permets de faire une toute petite parenthèse, Edwige, comme tu évoquais les 11 vaccins obligatoires. J'étais curieuse par rapport à certains vaccins dont je ne connais pas d'autres pays où on a imposé ça aux bébés, comme celui de l'hépatite, par exemple, qui n'est transmissible que par le sperme et le sang. Comme les mamans sont filtrées tout au long de leur grossesse, est-ce que c'était vraiment pour toi, en tant que pédiatre, utile de rendre ce vaccin obligatoire pour tous? Surtout qu'il y a eu des débats autour de ce vaccin Oui. et que ça peut inquiéter les parents. Sauf que, alors l'OMS a demandé pour 2 raisons. Que si on pouvait suspecter des maladies auto-immunes, après ça n'a pas vraiment été prouvé, mais quand même c'était un peu la peur. Ces maladies surviennent beaucoup moins chez le jeune enfant. Donc il valait mieux les vacciner quand ils étaient tout petits que plus tard. Et la deuxième chose, c'est que quand vous groupez les vaccins, ça fait un vaccin à 6 valences, 6 maladies. Vous mettez seulement 1 millilitre d'adjuvant, dont ont peur aussi les gens avec l'aluminium, pour faire très peu d'ADN et beaucoup de réactions, une bonne réaction. Vous en mettez 1 millilitre seulement pour 6 ADN, 6 antigènes virales, alors que si vous séparez, chaque fois, vous remettez 1 millilitre à chaque vaccin. Donc, le bénéfice entre le fait de moins d'adjuvants et le fait que les enfants font beaucoup moins de risques de maladies auto-immunes a été de préconiser ça. Et puis D'accord. aussi que quand les enfants sont petits, on les tient. À l'adolescence, on ne les voit plus. Mais je Donc, ils ne pense que la feront pas leur question qui vaccin était et soulevée ils aussi, attraperont c'est que quand l'hépatite ils virale. commencent à avoir une sexualité, donc à être à Et risque, le vaccin que, n'est plus efficace parce que et trop d'années se sont écoulées, donc il faut c'était ça oui, aussi qui était ça, non, on mesure l'efficacité quand on dit de ne pas faire de rappel, parce qu'on dit de ne pas faire de rappel, alors pour qu'on pourrait. l'hépatite. Oui, donc c'est qu'on vérifie tout le temps par les sérologies s'il est efficace. Mais c'est surtout que s'ils ne l'ont pas fait avant, ils ne viendront pas le faire au Donc moment des premiers 15 au bout rapports. de 15 ans, il sera toujours, Oui, ah actif? oui, oui, oui. En tout cas, c'est vraiment ce que nous disent les chercheurs et les laboratoires. Alors, fin de la parenthèse, mais à propos j'ai dit 15 ans comme ça, de façon aléatoire, mais on parlait hier avec Maud Petit et on se posait des questions par rapport à l'âge justement du consentement sexuel. Est-ce qu'Edwige, vous avez une opinion là-dessus? À quel âge est-ce on a la maturité d'être à même de faire ce type de choix? Si je crois que vous avez commencé à le lire, Clara, j'en ai parlé dans mon livre. Parce que la situation s'est posée pour moi, jeune fille. Vous savez, j'appartiens à une génération où il n'y avait pas de contraception, la pilule n'existait pas, quand j'avais 16, 18 ans. Hein. Il n'y avait pas l'IVG, elle était absolument interdite et on pouvait en mourir. J'ai perdu des patientes d'IVG faites avec des queues de persil, après le tétanos horrible. Bon. Donc il n'y avait pas l'IVG, il n'y avait pas la pilule, il n'y avait pas le test de grossesse, il n'y avait pas la pilule du lendemain, aucune protection. Nous étions livrés à celui qui nous sauterait dessus. Et je l'ai vécu. Et je n'avais pas à donner mon consentement. Alors, quand le débat s'est posé entre à quel âge, on a débattu entre l'âge de la majorité sexuelle en France, 15 ans, et 13 ans. Pour moi, 15 ans, c'est un minimum. De toute façon, on ne devrait pas déjà avoir un acte sexuel avec n'importe quelle femme sans son consentement. Mais une femme qui a déjà commencé à connaître une vie sexuelle, qui a déjà envisagé son avenir, peut donner un consentement éclairé. Mais une jeune fille de moins de 15 ans n'a aucune notion de ce qu'est l'acte sexuel, son avenir sexuel, son avenir de femme. Donc le consentement ne peut pas être valable. Donc il n'existe pas. Donc pour moi, 15 ans, c'est le minimum. En dessous de 15 ans, il n'en est pas question. Il n'y a pas de consentement. Parce que la jeune fille n'a pas encore la notion suffisante de son corps, de son destin et de tout ce qui peut lui arriver. Et Et la pour moi, maturité pour c'est un minimum. Hein. discerner Oui, s'il y a pour dire une oui ou inégalité de non, mais pouvoir, si on elle est ne sous sait pas l'emprise oui de à quelqu'un. quoi. Oui, c'est tellement facile pour un garçon en érection d'avoir envie de pénétrer une fille, comme un objet.
et de ne pas s'occuper de savoir si elle est consentante. Heureusement qu'on parle du consentement, heureusement. Il faut beaucoup en parler, éduquer les jeunes gens, mais même 15 ans, c'est même pour moi encore trop jeune. Une jeune fille, tant qu'elle n'est pas encore vraiment majeure, 18 ans, lancée, pour moi, je le mettrais à 18 ans. Et puis, je pense qu'il y a des femmes qui sont plus mûres que d'autres, mais qu'à partir de 18 ans, pour moi. Arnaud, je ne sais pas si tu as l'occasion de travailler avec des adolescents. Alors, là, je laisse cette vie. Je te rejoins sur l'idée du 15 ans, hein, mais non. Et là, aujourd'hui, avec tous les films porno, les Ouais. jeunes. Alors moi, je pense que le seul discours à avoir avec les jeunes garçons qui regardent des films porno, qui s'excitent avec ça les amuse beaucoup, ils ont l'impression d'être émancipés, et puis ça chauffe les hormones. Bon, eh bien, moi, je leur dis, tu vois, les filles qui sont dans ces films, elles sont payées, elles font semblant, c'est de la violence. Ce n'est pas des rapports sexuels, ce n'est pas de l'amour, c'est Et de la parfois, ce sont violence. même des esclaves qui ne sont pas payés. Et des fois même, elles ne sont pas payées, mais de toute façon, elles sont payées une misère par rapport à ce que c'est que de faire filmer son corps avec 3 ou 4 mecs dans des positions absolument. Donc je préviens, il faut prévenir. Si vous le dites avant, mais il faut le dire entre 10 et 12 ans, hein, quand ils commencent à peine à être pubères. Parce que si vous le dites une fois qu'ils y ont pris goût, ça c'est comme la fessée. Une fois qu'on l'a donnée, on veut la justifier. Mais ces enfants, ces garçons qui sont comme ça, gavés de films où on prend les femmes par tous les bouts et où elles ne peuvent pas montrer leur douleur et leur refus, n'ont ensuite pas de vie conjugale très stable et facile. Hein. Vous savez, Je ne je sais pas si, reçois, oui, c'est ça en tant je que suis à ma pédiatre. deuxième génération. Donc Aux maintenant, je reçois États-Unis, il y les a un vrai bébés de mes problème bébés. de jeunes hommes qui ont tellement consommé de porno qu'ils ne peuvent plus avoir d'érection en fait face à un corps normal, à une situation C'est normale. ça. C'est Et ça. donc il y a toute une rééducation maintenant. C'est un syndrome qui est totalement connecté à la consommation de porno où tout est faux en fait, où les corps sont C'est ça. faux, où les situations sont fausses, où les énergies sont fausses. Donc finalement, même en étant amoureux d'une personne, je me souviens d'une amie qui me racontait que son copain, la rééducation, passait par le fait d'aller au strip club avec sa copine afin de pouvoir avoir une érection à ses côtés comme une transition. Quelle horreur d'entendre des choses pareilles. Mais en fait, le problème, c'est que les jeunes filles, moi, je vois des mamans qui sont des jeunes mamans, mais que j'ai connues comme petites filles, puis jeunes filles, puis elles ont leur bébé, et elles viennent aussi beaucoup se confier à moi. Parfois, les consultations du soir, c'est souvent des consultations de femmes seules, des fois d'hommes seuls, parce que ça va mal dans le couple, parce qu'elles se rendent compte qu'il a une maîtresse, parce que voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire aux enfants? Elles commencent comme ça. Comme je voudrais savoir, docteur, que vous me disiez ce qu'on va dire aux enfants, parce que je vais lui dire qu'on se sépare. Mais je vais toujours lui dire d'abord, je veux comprendre ce qui vous arrive. Et là, elle commence à me parler des relations sexuelles que, en fait, elle ne supporte pas parce que elle en peut plus des appétits et des demandes qui correspondent à des films porno, qui sont excités par des films porno, et il se trouve une maîtresse qui accepte ces choses parce qu'elle est en train d'avoir une aventure nouvelle. Et donc, il n'a plus d'entente avec sa femme ou il lui demande des choses qu'elle ne veut pas. Donc, ça crée dans les couples des malentendus vraiment très douloureux, très douloureux. Ça fausse totalement les rapports C'est ça. d'intimité en fait. Ouais. Arnaud, j'ai vu hier que tu avais écrit il y a quelque temps une lettre au président concernant l'accueil de la petite enfance. Je voulais savoir ce que ça avait donné. Rien. C'était une lettre ouverte, hein, donc je pense pas que je lui ai envoyé. Mais il n'y a pas eu de retour du tout, du tout. Qu'est-ce que vous demandiez, Arnaud? C'était un courrier où des choses que je viens de citer, Edwige, que les Oui, encadrants j'ai une pour 3. un pour 3, de l'analyse de pratique obligatoirement, du personnel en plus entre les RTT, les congés, le personnel en crèche n'est jamais en nombre,
Qu'est-ce que je demandais d'autre? Que les éducateurs puissent être libérés au moins 5 heures sur leurs 39 heures, voire 35 heures, pour réfléchir à la démarche éducative, parce qu'ils sont quasiment 39 heures, 35 heures en action directe avec les enfants, alors que moi je travaille aussi avec Genève, avec une association à Genève où les éducateurs de jeunes enfants sont libérés 5 heures de leur emploi du temps pour accompagner les stagiaires, réfléchir à l'accompagnement des enfants. Qu'est-ce que je demandais d'autre? Un jardin, enfin des petits détails. Je pense que je parlais du jardin indispensable pour les enfants. Tu parlais de projets qu'il avait et dont tu souhaitais qu'ils ne se concrétisent pas dans la lettre aussi. Dites-moi, rappelez-moi, Clara. Alors, il avait l'intention de réduire le personnel Ah dans oui, certains oui, oui, cas. parce que là, actuellement, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé en France, puisque notre très cher secrétaire d'État, alors je ne sais pas Edwige si elle peut appuyer, mais ils veulent réduire les mètres carrés. C'est-à-dire que là, on est en confinement, on voit l'effet que ça produit sur nous, et on va peut-être réduire les mètres carrés dans les crèches, dans les grandes villes, parce que comme on a du mal à trouver des mètres carrés, et ben de 7 mètres carrés, on va passer à 5. Je pense qu'ils veulent aussi baisser la qualification encore en crèche. Il y a des choses comme ça qui sont prévues. On ne sait toujours pas avec le confinement, tout est en stand-by. Je vous assure, si des choses comme ça passent, moi je ne sais pas à mon niveau ce que je fais, mais il recevra un autre courrier. Hein. C'est pas possible qu'on réduise les mètres carrés, c'est pas possible qu'on baisse la qualification, c'est pas possible qu'on augmente les nombres d'enfants dans les microcrèches. Enfin, il y a plein de choses comme ça serait totalement ambivalent avec ce qu'on est en train de vivre là. Alors, Alors, dans certains pays, la crèche est dans le lieu de travail et donc l'enfant Oui, est plus proche du ouais, parent. Comment est-ce alors qu'on pourrait je vais développer vous ce… répondre avec ma très longue expérience, puisque, alors les crèches de société, c'est autre chose, mais bon, on pourra en reparler. Mais bon. non, mais justement, dans mon expérience de crèche, vous savez, j'ai vécu donc dans d'autres pays et j'ai exercé 7 ans en Océanie, en Nouvelle-Calédonie, où là, les enfants n'étaient pas vraiment en crèche. Et alors, c'est très intéressant de se nourrir de l'exemple mélanésien. Les Mélanésiens, la famille, c'est plutôt un clan. Et quand on vous amène un bébé, des fois, c'est la maman, mais elle est avec un homme qui peut être son frère, parce que l'oncle utérin a beaucoup d'importance dans la famille mélanésienne. Et le père, il représente l'autre partie du clan, tout est extrêmement en même temps réglementé. Et ces enfants, ils vivent dans la nature. Ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Quand, vous savez, j'ai été élue là-bas et j'ai fait qu'il y ait un hôpital pour tous, il y avait un problème de cloisonnement de la médecine entre les Européens et les Mélanésiens, et j'ai pu faire qu'il y ait le centre hospitalier territorial. J'ai été très heureuse récemment d'apprendre par un responsable là-bas qu'ils ont eu juste quelques cas de corona, très peu, et l'hôpital les a très bien traités, tout le monde pareil, bravo, ça a été super. Mais donc, j'ai reçu pendant 7 ans des petits-enfants qui vivent dans les tribus mélanésiennes. Je suis allée beaucoup dans les tribus puisque j'ai été élue là-bas, faire les campagnes électorales, rencontrer les chefs, faire le palabre, tout ça, c'était très intéressant. Et le soir, vous mangez, ça m'a beaucoup appris. Le soir, vous mangez autour d'une natte, le bougna, c'est-à-dire un poulet bouilli sur des pierres. Nous sommes tous, il y a des morceaux de patates douces, c'est délicieux. Nous sommes tous assis autour et nous discutons. Et les enfants, ils courent, ils jouent. Vous voyez, les enfants, ils ne s'assoient pas à table. On ne dit pas tu vas manger. Ils courent, ils jouent, ils sont dans la nature autour. Et puis, ils reviennent prendre un bout de poulet, un bout de patate douce. On ne sait jamais combien de grammes ils ont mangé. Et puis, pour s'endormir, ils retêtent un peu leur mère, même à 18 mois, à 2 ans, une petite tétée. Voilà. Après, elle les prend, elle les met sur la natte dans la case qui est juste derrière nous. Et puis, quand on a fini de nous discuter le soir, on va tous se coucher. Il n'y a pas des pièces où un enfant doit pleurer, tant pis pour lui, il faut qu'il apprenne à dormir tout seul. Non, on est tous en cododo. Et on se couche, et je vois la mère qui souvent secoue l'enfant quand même bien endormi pour lui recoller un peu son sein. Et au début, je disais, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, elle me disait, tu sais, avec un petit coup de lait en plus, après on passera bien la nuit. Parce qu'effectivement, le lait est somnifère. Ah, ici, on dit non, pas de biberon le soir, les laisser pleurer, les mettre dans une autre pièce. Quand je suis revenue exercer ma pratique ici, j'avais déjà eu mes exemples vietnamiens dans la paillote,
Je me suis dit: «Mais ces Français sont fous» et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle «Mémoires d'un nouveau-né» et que Dolto, qui était en train de donner la parole, le bébé est une personne, l'a préfacé et que je suis rentrée à France Inter avec Jacques Pradel qui venait de faire les années Dolto et donc je suis devenue connue par cette parole qui venait de l'observation des enfants dans leur milieu naturel. Donc bien sûr, Extraordinaire. l'enfant, il a besoin d'être porté. Ah Nous, oui. il est dans une poussette avec une tétine. Je voudrais dans les crèches, on marche sur les tétines, vous voyez, ils se les échangent. C'est vraiment un laisser-aller, pas un laisser-aller. Les filles, elles ne savent pas comment faire autrement, les habitudes dès la naissance. C'est pour ça que les allaitements ne peuvent pas réussir. Bon, je pourrais vous dire vraiment tellement de colère en moi et j'ai tellement essayé, j'ai tellement, non seulement par la loi, pour ne pas les frapper. Comme je vous dis, cette loi, elle touche à l'autorité parentale, que les parents qui nous entendent sachent qu'un parent peut perdre son autorité en frappant son enfant. Il faut maintenant que ce soit dit, redit, redit, et ça va arriver avec les avocats, avec les juges. Ils Ou doivent le avec toute savoir. forme de violence, pas seulement la Toute forme, violence violence physique. physique et psychologique. Mais il y a aussi le combat, comme dit Arnaud pour les crèches, le combat pour l'allaitement maternel. On est le dernier pays européen pour l'allaitement maternel. Je dis toujours, en France, les seins, c'est fait pour les podiums de mode à poil, mais c'est pas fait pour la bouche des enfants. Et il y a tout un faux discours, aussi faux sur l'allaitement que sur les châtiments corporels, aussi gravement faux, alors que le bébé, c'est un lien, et un lien même avec son père. Et vous parliez de la Suède. J'ai eu la chance que Björn, Baby Björn, m'ait invité une année à passer une semaine avec lui. Il fait venir des experts chaque année. Et il m'a fait rencontrer 3 papas. Et ce qui était très drôle, c'est que ces papas étaient dans la deuxième moitié du congé de mater-paternité. Et je leur demande si tout se passe bien. Ils sont ingénieurs chez Ericsson. Ils sont payés 80% du salaire pour s'arrêter 6 mois. Et je leur dis, pour un autre bébé, vous referez le coup à Ericsson, 80% du salaire, s'arrêter 6 mois? Ah ben oui, parce que c'est très bien vu. On estime qu'après, on est plus humain. Et ils s'occupaient de leurs petites filles. Ils étaient là avec les 3 petites filles, à manger, à changer, des papas modèles. Ils voyaient que, bien que je sois complètement pour ça, je cherchais comme une bonne française le petit truc qui serait compliqué. Et il y en a un qui m'a dit une chose, j'aurais voulu avoir une caméra. Il m'a dit, bon, il y a quand même un problème. Ma femme, elle a fait les 6 premiers mois parce qu'en Suède, on allait. Donc, elle a allaité les 6 premiers mois avec bébé, le sein, le change, le sein, le change. Bon, c'est pas très compliqué. Maintenant, elle allaite le matin, elle allaite le soir. Mais la journée, c'est moi qui joue, qui fait manger, qui joue, qui joue, qui joue, qui joue, qui joue. Et le soir, quand elle rentre, elle ne se rend pas compte que je suis crevée. Eh bien, moi, j'ai adoré ça. Parce qu'aujourd'hui, on estime que les femmes qui s'occupent de leurs enfants, elles ne sont pas fatiguées, elles ne font rien. Eh bien, lui, il était crevé le soir. Parce qu'un enfant, c'est un extraterrestre, c'est normal qu'il vous crève. C'est son métier d'enfant de demander, de demander. Je reviens à Arnaud, une fille pour 5, bien sûr, que c'est vraiment très difficile. Bah oui. Mais il faut aussi dire que c'est un métier, s'il peut considérer tout ça, il y a en plus beaucoup d'arrêts de maladie, beaucoup de congés. Elles ne sont jamais, comme vous dites, en nombre. Tout à fait. Oui. C'est un métier qui n'est pas assez valorisé, qui n'a pas assez de projets, il n'y a pas assez d'avancement. Il faudrait vraiment que dès que vous rentrez, vous ayez un projet. Alors, il y en a qui essaient de le faire, mais c'est trop clos, vous voyez, c'est trop fermé. Et donc, quand vous essayez de dire autre chose que le dogme, par exemple, tous les enfants sont sur des tapis et les filles sont assises par terre. Déjà, ce n'est pas très confortable. Elles sont à terre pour être à hauteur d'enfant, d'accord. Mais parce que là, on fait la primeur à la motricité sur le langage. Alors qu'un enfant que vous portez en poche, vous lui parlez. Et l'enfant, dès les premiers mois, il est un être de langage. Or là, ils sont tous à plat ventre, comme des lézards, comme des crabes. Mais c'est la formation, il faut être par terre, et les enfants par terre, il faut qu'ils fassent leurs abdominaux.
Mais attendez, les maîtresses d'école, elle me dit que les abdominaux, ils en ont, hein. Mais la parole, on a des retards. C'est une épidémie de retard de langage. Ils sont une tétine dans la poussette avec un adulte qui téléphone ou à la crèche par terre, voilà, et après à courir, à faire de la motricité. Ça, les psychomotriciens, qui sont des gens extraordinaires, hein, et je leur confie beaucoup d'enfants. Mais là, c'est devenu 100% ça. Et j'en ai parlé avec Adrien Taquet, il est au courant. Alors, pour parler du gouvernement, moi, je n'ai plus de mandat et je n'appartiens à aucune chapelle. J'étais toujours dans des formations centristes et je suis venue parce qu'on m'appelait et j'ai toujours été dans les créneaux sur les enfants. Mais j'ai toujours eu des rapports avec Laurence Rossignol, qui était ministre de gauche, avec Adrien Taquet, qui est REM. J'ai toujours essayé, avec les Verts aussi, qui sont très humanistes, essayer de mobiliser tous les gens qui ont beaucoup de sensibilité pour l'enfance. Adrien Taquet n'est pas ignorant des problèmes. Il les connaît très bien. Simplement, il faut dire que en France, on le voit avec le Covid, là, l'administration, c'est comme un couvercle qui est posé sur la France. Et la protection de l'enfance est gérée par les conseils généraux, qui sont autant de petits baronnats à qui on ne la dicte pas. Donc, c'est très difficile d'essayer de changer les formations, d'amener les paroles et vous déclenchez, comme vous dites, les réactions de rejet du système. Madame, Il a fallu beaucoup de batailles de ma part, mais… Edwige, c'est quand même Madame Morano, je vais la citer, je la cite rarement, mais je vais la citer, qui en 2011 a baissé la qualification dans les crèches. C'est-à-dire qu'on était à 50% de diplômés et 50% de non-diplômés. Elle a eu le culot de passer à 40 et 60. C'est quand même une décision gouvernementale. Donc, ça doit venir du haut. C'est-à-dire que cet arrêté qui maintenant, et je ne vous parle pas de la PSU, parce que la PSU, ça a été une catastrophe aussi, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que cette loi défende aussi le 1 pour 3, le 1 pour 5, qu'il y ait de l'analyse de pratique qui soit marquée dans des lois. Il faut quand même que ça vienne du haut. Sinon, sur le terrain, ça ne bougera pas. Mais Nadine Morano, ce n'était pas Adrien Taquet. Non. Je trouve que j'ai quand même plus d'écoute auprès d'Adrien Taquet, hein, sans avoir d'engagement du tout à la REM. Mais moi, j'aimerais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Après, je sais ce qu'ils vont me dire. La CAF qui paye beaucoup de la subvention a des moyens limités. Et là, dans les révolutions qui vont arriver, on ne parle pas beaucoup des enfants, mais je voudrais profiter de ces révolutions pour changer quand même les horaires. Moi, je trouve que les enfants, quoi qu'on fasse, ils manquent de maman et de papa. Il manque quand même de maman et de papa. En Suède, on rentre beaucoup. Non seulement on a un congé de mater-paternité d'1 an, en ne payant pas plus d'impôts, hein, Clara. Simplement, l'argent est mis sur les bons. 1 an de congé maternité, pris 6 mois par le papa, 6 mois par la maman. Pour un enfant, c'est très important. Parce qu'ils sont trop petits d'entrer en collectivité ou chez une nounou à 3 mois. C'est trop petit, cette séparation. Et puis ensuite, les horaires sont infernaux. Les parents commencent très tôt, finissent très tard, pareil pour l'école. C'est trop d'absence. Là, en confinement, ils découvrent leurs enfants. On peut espérer que justement, après le confinement, on n'aura pas un retour à l'anormal, l'apostrophe anormal, et que beaucoup se rendront compte qu'en fait, ils peuvent travailler différemment. Nous, une influence Il faut que nous fassions énorme, un appel, Clara, il faut que nous fassions un appel aux entreprises à changer les rythmes, c'est-à-dire à n'avoir une pause que d'1 demi-heure en mi-journée, pas plus. Et qu'on laisse les gens partir à 17h. Mais moi, je suis encore plus idéaliste que ça. Je sais que ce sera difficilement applicable à tous et tout de suite, mais je connais beaucoup de personnes qui ont réussi, pas à imposer, mais à ce que ce soit une évidence d'avoir leur bébé, voire leur bambin sur leur lieu de travail. Je pense à, par exemple, ma collègue Devayani qui travaillait à Courrier International. Et ben, sa petite fille était sous la table et elle était illustratrice. Et donc, quand la petite fille a pu tenir un crayon, elle dessinait aussi et ça n'a jamais dérangé personne.
Moi, j'ai eu mes enfants souvent en consultation sous mon bureau, hein. Ils ont appris la médecine très tôt. Mais je dois dire que les crèches d'entreprise, on les a beaucoup développées en France et le concept était, en particulier sous l'égide les pionniers, ça a été Areva. Ils ont fait une crèche d'entreprise qui était dans les locaux de l'entreprise et c'était très bien et nous le faisons beaucoup. Mais ce n'est pas toujours dans les locaux. Alors, certes, l'entreprise aide financièrement, mais on va quand même déposer l'enfant ailleurs. Moi, je trouve aussi, vous voyez, je parle des Mélanésiens ou des Vietnamiens. Dans les rizières vietnamiennes où j'ai vécu, je dis souvent, moi, il y avait la maison, comme je raconte. Mon père était ingénieur et il était expatrié pour une usine à décortiquer le riz. Donc, on vivait dans les rizières. Il y avait la maison des ingénieurs, une grande maison, et puis une grande, grande cour. Et au fond de la cour, les dépendances des Vietnamiennes et des Vietnamiens qui servaient à l'usine, qui servaient dans la maison, etc. J'avais l'interdiction d'y aller. À la maison, il y avait une nurse chinoise pour ma petite sœur, qui n'était pas allaitée, qui était au lait concentré sucré à l'époque. Et ma mère, prof, était très indépendante, très libérée. Et donc, la petite sœur avec la chinoise. Et de l'autre côté, il y avait ces petits bébés vietnamiens qui étaient allaités, qui avaient la grand-mère. Tout le monde vivait ensemble. Elle faisait la machine à coudre Singer attachée par une ficelle au hamac. Et le bébé s'endormait. Et tout le monde, avec des baflons, dormait ensemble. Et je voyais ces bébés avec des yeux beaucoup plus joyeux, beaucoup plus dynamiques. Après, ils montaient sur les buffles entre les rizières, on les laissait faire. Ils étaient habillés comme ils pouvaient, mais le dimanche, ils étaient beaux comme des princes. Et ma sœur, qui était beaucoup plus triste. Et donc, ça m'a nourri mes yeux d'enfant. Donc, je trouve qu'on a besoin quand même d'une présence parentale ou d'une espèce de collectivité beaucoup plus grande, comme dit Clara, avoir son enfant sur le lieu de travail. On devrait un peu décloisonner tout ça. Et puis Mais surtout, tu surtout, ça disais, passe par les horaires en entreprise. mais tu Et disais, oui, Edwige, pardon, pardon. Sarah, allez-y. Non, par rapport à tout le discours, moi, je voudrais là ne pas oublier nos chers assistantes maternelles qui font un énorme travail aussi actuellement et qu'on reconnaît peu. Et C'est-à-dire auquel Morano on est- avait aussi rajouté un enfant. ouais, et Elle était passée de 3 à 4. Ah non, on est non, non. d'accord, elle dit, eh Oui, oui, oui. eh oui, eh oui, eh oui, eh Ouais. oui. Elle Et se je sent dois pas, vous dire, Arnaud, elle se que sent pas avoir là-dessus, oui. voilà. Et je dois vous dire, Arnaud, que dans le réseau de crèches que j'ai fondé, mais que j'ai quitté là au 1er avril, mais que j'ai donc accompagné pendant 14 ans, Ouais. j'avais mis une règle, et je vous rejoins, vous allez voir, que la crèche est ouverte tout le temps aux parents. Ouais. Il n'y a pas une heure où on dépose, une heure où on reprend. Les parents ont tous le code de la crèche et viennent quand ils veulent. Et j'ai eu la chance que la première directrice soit d'accord. Et j'ai dit, je vais faire comme en Suède, parce qu'en Suède, j'ai visité les crèches jusqu'à l'école, jusqu'à 7 ans. Les Ouais. parents sont les bienvenus. Et donc, les parents, ils sont les bienvenus. Alors, le système n'a pas du tout rejeté, dans la mesure où on se rend compte que quand les parents sont les bienvenus, ça les met beaucoup plus en confiance, en fait, avec le système. Et je pense que les professionnels ont un autre regard sur l'enfant, Mhm. parce que le parent peut être là et ça rapproche. Je ne vous dis pas que c'est idéal. Hein. Pour moi, idéal, À c'est réfléchir. beaucoup plus. C'est pas dans c'est pas dans le fonctionnement des structures, hein. Je me Mais demandais si les travaux d'Amy Pickler sont connus et appliqués en oui, France dans les lieux oui, d'accueil, parce que ici en Californie, j'ai l'impression qu'elle est plus connue qu'en France, en tout cas. Même non, en C'est ça. Argentine, quand je suis allée en Argentine avec mon film, non, en les France, parents. c'est connu, sauf qu'en France, moi qui travaille beaucoup avec des crèches aussi, en France, on a beaucoup de mal quelquefois à affirmer qu'on s'inspire d'eux. C'est ça. On a du mal, on y est à côté, oh là là, il ne faut pas parler de Pickler, de Montessori, de Steiner, parce que c'est limite c'est sectaire. Eh Mais oui, comme pour les écoles d'ailleurs. comment vous dites, Edwige? Comme pour les écoles. Oui, tout à fait. Et Pareil. donc, non, quand on est éducateur, on est des pédagogues, on s'inspire d'eux. C'est ça. Parce c'est ça. qu'Edwige, On tu disais tout à réfléchit. l'heure que les bébés sont très demandeurs, et bien sûr, les bébés sont Ils veulent les complètement bras. à Les notre bras. merci. Ils veulent pas être par Mais ceci dit, ce qui était très étonnant pour nous, c'était de voir que finalement, un bébé qui est comblé, plein d'attention, c'est comme nous. On va être demandeur
tant qu'on n'est pas rempli. Mais sûr. finalement, ces bébés picleurs, enfin, c'est drôle de les appeler comme ça, mais des bébés à qui on a donné son attention, à qui on a parlé, comme le dit Dolto, comme à une personne et non pas comme un objet qui est dans la pièce comme une lampe, mais qu'on traite comme une personne depuis toujours et qu'on prévient, on ne le prend pas par derrière. Moi, une fois, j'étais énervée parce que mon papa avait attrapé mon fils pour le soulever par derrière. Il a dit, mais il va tomber, il allait tomber. Donc, évidemment, mon fils a pleuré parce qu'il n'avait pas l'habitude qu'on le prenne par derrière sans lui parler. Et puis, il ne serait pas tombé parce que justement, pour cette histoire de motricité où on ne met pas, selon Pickler, les bébés dans des positions dans lesquelles ils ne seraient pas parvenus d'eux-mêmes et de laquelle ensuite ils ne pourront pas sortir. Donc ça avait aussi beaucoup heurté ma maman qui avait l'habitude de mettre le bébé dans une jolie robe et de l'asseoir sur un coussin comme un objet. Ouais. Et donc finalement, ce qui était incroyable, c'est que oui, on s'était dit on va alterner pour le travail, mais finalement, très souvent, on travaillait tous les deux parce que notre bébé était très occupé à découvrir le monde dans un espace où, voilà, on avait sécurisé les prises électriques, il n'y avait pas de danger, bien sûr, on n'était pas loin, mais parfois, pendant des heures, il explorait son monde. Oui, alors il faut évidemment avoir adapté l'environnement pour qu'il puisse explorer son monde. Mais je dirais quand même une chose, c'est que vous voyez, Amy Pickler, elle a été extraordinaire, mais il y a 40 ans. Je veux dire par là que dans les orphelinats en Roumanie, c'était un tel scandale que le ministre de la Santé, qui était pédiatre, a nommé Amy Pickler pédiatre pour décloisonner ça. C'était une honte quand les médias sont arrivés et ont vu ces orphelinats avec des enfants dans leur lit comme des cages et dont on s'occupait si peu et qui ne sortaient pas de leur cage. Donc elle a dit, il faut tout changer, elle a mis des structures motrices, elle a réveillé ses enfants. Ils ont enfin pu marcher, retrouver leur motricité, etc. Mais il y a 40 ans. Le problème aujourd'hui, c'est important de continuer de s'en inspirer, mais quand même, le problème n'est plus dans notre société à la motricité, ça c'est acquis. C'est-à-dire on va laisser les enfants avec des structures motrices et au contraire, on les pousse à être libres Mais ils les de mettent sur le ramper. ventre, alors qu'elle, elle dit on les Oui, laisse sur le dos ah jusqu'à ce que oui, même soient et aptes à se ça, retourner. voilà. Donc, Alors on les met sur le ventre, il faut qu'ils apprennent. Et les pauvres, qui est-ce qui aimerait être comme ça? Je trouve que c'est excessif. Cette idée qu'il faut qu'ils apprennent à se retourner, c'est le premier truc, après à se ramper. à Mais s'asseoir, à marcher. le problème, c'est que l'humain est un être de communication. Et vous savez, dans les pays dont je vous parle à mon enfance, l'enfant, il n'était pas à terre. En Indonésie, il y a un proverbe qui dit que de poser un enfant avant l'âge de 2 ans, ça porte malheur. C'est la sagesse populaire. Mais regardez les enfants dans ces pays. Ils passent de la hanche de la grande sœur au dos de la mère, à la hanche de la grand-mère. Ils sont toujours portés. Mais quand vous êtes porté, vous êtes à la hauteur de la bouche de l'adulte. Quand vous faites votre marché, vous parlez à votre enfant, vous dites regarde le homard avec la pince, etc. Et vous communiquez. Et vous regardez le monde ensemble avec vos mêmes yeux. C'est pour ça que le porte-bébé, c'est très bien. Que les enfants au bras, c'est très bien. Et que les poussettes, il faudrait les mettre hautes pour pouvoir parler à notre enfant, pouvoir communiquer. Et aujourd'hui, c'est tétine et gymnastique. Ben, on est tombé dans un extrême parce qu'il faut parler, parler, parler. Alors bien sûr, quand elles en ont 5, difficile de parler, mais quand c'est devenu vraiment un dogme, juste d'être assis, de les regarder bouger, de prendre ses notes sur son cahier, etc., il n'y a plus beaucoup de place pour un langage individuel. Quand on dit aux enfants chez les moyens, on va faire pâte à sel, c'est positif, mais en général, on parle à tout le monde. Et quand on va parler à un, on va dire Christophe, descends de la chaise. C'est négatif. Et donc, le langage, il faudrait le retravailler. Moi, je pense qu'Arnaud, Moi, je travaille faut beaucoup. du travail avec ça. Deux choses. Il ne faut pas oublier qu'à Pickler, il y a l'importance du soin. Et dans l'importance du soin, il y a la communication. Quand vous voyez les nurses de Pickler parler au bébé pendant le soin et toute l'importance qu'elles donnent à ce soin contenant. Arnaud, pardon, elles l'ont intégré ça. Moi qui suis témoin depuis 14 ans, elles ne prennent pas un enfant sur la table allongée sans lui dire je te... Oh, en grande majorité. Là, je les défends, c'est intégré. Oui, moi, je les défends encore. Mais justement, c'est pour ça que je le dis, celles qui sont là-dedans, elles font ça. Mais j'ai encore entendu une auxiliaire me dire j'ai fait 17 changes ce matin. Ah, bah oui, alors là, bien sûr. C'est pas possible, on n'est plus dans le soin.
Et donc, c'est quand même une pédagogie qui est communicante. Et j'allais vous dire autre chose, je ne sais plus. Je ne sais plus, ça m'a échappé. Mais Pourquoi crier? On Mais crie bon, jamais. donc du coup, au supermarché, là, pendant le Mais confinement, beaucoup de qu'est-ce que personnes nous fait un parlent de enfant leurs dans un voisins qui supermarché? crient. Bon, il y a des mamans solo quand même, hein, il y en Mais a beaucoup. voilà, ben oui, mais vous ben, me moi, le comprendrez. maître mot que je dis aux professionnels, c'est d'avoir de l'empathie pour la maman. Ah Elles vraiment, ont de parce que l'empathie pour ses bébés, ses enfants. Et ah, comment on et reprend comme la maman sur ce qui se passe et comme dit pour elle. Clara, maman solo, Alors comme ça, dit ça doit être Clara, Et super. papa maman solo, solo. j'en connais Et aussi. papa solo aussi. Et franchement, c'est très, très dur et pauvres enfants de maman solo. Mais bon, c'est pas non plus le drame, Non. mais elles ont besoin d'aide, elles ont besoin qu'on soit là. Donc d'abord, dans un supermarché, ça va, comme on a fermé les écoles en premier, on les prend pour des pestiférés, les enfants. Mais eux, on a vu qu'ils sont atteints par le coronavirus beaucoup moins que les Ouais. adultes, à 2,5%, moins de 3%. Et que maintenant, il apparaît même qu'ils sont moins contagieux. Moi qui suis pédiatre, qui travaille énormément, comme je vous dis, j'allais dans les crèches partout. J'ai fait une sérologie, bien sûr, en espérant que je serais immunisée. Mais pas du tout, je n'ai même pas rencontré ce corona. Alors que j'aurais eu mille chances de le rencontrer. J'aurais eu une chance, parce que je ne suis pas malade, donc j'aurais dit, c'était bien si je l'avais rencontré. Mais je ne l'ai pas rencontré. Et les enfants, c'est pas vrai que c'est des pestiférés, quoi. Alors donc, je trouve que c'est trop facile de dire, ah, la maman sans son enfant. Vous savez, autrefois, quoi qu'il arrive, les femmes et les enfants d'abord. Les femmes et les enfants, ensemble. C'est pas les femmes sans les enfants. C'est une société qui nie les mères. Pour en revenir à cette question d'interférer ou pas, donc vous soupçonnez, enfin, vous entendez des cris là pendant le confinement, ça Ah se passe oui, beaucoup, vous entendez des j'arrive. cris chez le Ah, voisin, ah oui. vous allez frapper à la porte ou vous attendez de vous croiser dans la cage d'escalier? Qu'est-ce que vous faites? Ben, j'espère que j'ai peut-être déjà de la communication avec mes voisins et leur portable. Donc, si ça se trouve, et je dis, ah, ça doit être difficile. Je commence comme ça, hein. Ça doit être difficile d'être enfermé avec votre bout de chou. Est-ce qu'on peut vous aider? Et tout ça, je vais commencer comme ça. Mais en commençant, comme dit Arnaud, par l'empathie. Ça Ah ouais. doit être difficile, etc. Pour pas qu'ils se sentent espionnés. Mm. Alors, si je n'ai pas de communication, aller frapper à la porte, c'est difficile, hein, je ne suis pas la police. Hein. Mais je vais guetter un passage devant l'entrée, devant la fenêtre. Je vais peut-être en parler s'il y a un gardien. Enfin, je vais en parler. Il faut veiller et pour les aider. Pour les aider. Après, si on découvre qu'ils sont maltraitants. La loi aujourd'hui qui dit l'autorité parentale, eh bien, si on voit, par exemple, lors du déconfinement, on apprend parce que les enfants, ils vont se mettre à parler. Vous savez, ça va être children too. Il faut prévenir les parents. Les enfants, ils grandissent. Ils auront la parole. C'est comme les femmes. Et donc, quand ils vont dire j'ai été frappé, papa, il me tape, maman, elle me tape, etc., on va d'abord parler aux parents pour mettre en place une aide à la parentalité. Ce que fait Arnaud, ce que je fais. C'est-à-dire, on va vous aider. Vous êtes fatigué, vous n'en sortez pas. En France, toutes les crèches ont une psychologue, toutes les maternités ont une psychologue. La CAF a un réseau d'aide à la parentalité. Les PMI sont gratuites. Donc, on a de quoi faire. Donc, on va vous aider. Alors, si vraiment ça a révélé de la maltraitance, si le père dit « moi, je fais ce que je veux, c'est ma vie », alors là, on va commencer, comme en Suède, à aller plus loin avec une aide éducatrice, puis finalement peut-être un signalement, voilà. Mais c'est par étapes et finalement, en général, on arrive au contraire à calmer l'agressivité. Mais vous voyez combien Clara Vige, tout ça, c'est encore lié en termes de, comment je vais dire ça, en termes de projet de société, de moyens. Parce qu'une parentalité bienveillante ou consciente, comme on dit maintenant, elle est beaucoup plus facile quand chaque enfant a une chambre, quand il y a un balcon, éventuellement un jardin. Mais quand on a 3 enfants, mère solo, dans un petit appartement où il n'y a que 2 chambres, tout se complique. C'est C'est clair. une question de moyens. Alors quand j'entends les projets CAF sur l'aide à la parentalité, les groupes de parents, puisque c'est la grande mode, j'en anime aussi, c'est pas que ça.
c'est aussi une question de moyens. Si dans les crèches, elles étaient 1 pour 3, 1 pour 5, si en école maternelle, c'était 12 enfants par classe, des 2 ans, avec peut-être des éducateurs de jeunes enfants qui sont certainement mieux formés pour accompagner les petits. Si les appartements, enfin, vous voyez, c'est un vrai projet de société. Mais bien Toi, sûr. Arnaud, est-ce que tu as eu l'occasion dans la rue d'entendre des paroles ou d'assister à des gestes de violence? Parce que moi, en France, c'est tous les jours Mais oui, dans la rue. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour essayer de soutenir le parent et l'enfant? mais c'est ce que dit Edwige, j'ai souvent soit de l'empathie, alors j'en ai rencontré surtout en atelier. C'est-à-dire que quand les parents sentent qu'ils ne sont pas jugés, totalement acceptés, qu'il y a une confiance du lien. Moi, j'ai des parents en atelier qui peuvent enfin, je me rappelle d'une maman qui me dit: «Tu vas pas être d'accord, mais je l'ai mis à 10 heures dans le jardin, il m'énervait, il dormait pas, il faisait noir, il s'en foutait qu'il y ait des fleurs». Elle sait qu'elle peut le dire parce qu'elle ne va pas être jugée, je ne vais pas lui taper dessus et on va réfléchir à qu'est-ce qu'il a amené là-dedans. Et Mais donc, bon, il faut aussi que les parents aient des programmes vraiment pour distraire leurs enfants. On oui, appelle voilà, ça distraire. Un enfant occupé, voilà. il ne fait pas de bêtises. Ouais, ouais, Donc bien il sûr. faut les occuper. Et il n'y a pas besoin de matériel très onéreux. Non, non, Mais non. il faut bien se dire que quand on est avec des jeunes enfants, on ne fait pas autre chose. On ne peut pas faire autre chose. Ouais, ouais, Alors c'est vrai qu'on est fatigué, ouais. mais ce n'est que quelques années dans la vie. Et moi, ce que je vois, c'est que les parents qui suivent mes programmes, qui viennent me voir, qui m'écoutent, le confinement, c'est un régal pour eux. Ils sont bien avec leurs enfants, même adolescents, même. Ils ont tissé un lien. Et donc, ils sont heureux d'être enfin un peu posés ensemble. Alors, Et les enfants sont heureux d'être avec leurs parents, même dans des endroits pas très grands. Par contre, les enfants qui ont été élevés vraiment avec une vie effrénée et toujours déléguée et en criant et vite, vite, le mot qu'entend le plus un enfant, vite, 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 vite. Et maman est fatiguée, et vite, vite. Eh bien, ces enfants-là, pendant le confinement, ils sont très agités, exprès pour vous réveiller, pour vous attirer, pour vous mobiliser. Alors, n'essayez pas de les couvrir, essayez au contraire de donner des activités. Et dites-vous, c'est vrai que pendant le confinement, ce n'est pas des vacances pour vous, c'est le plus dur des métiers, c'est être maman ou être parent. ouais. Mais les déclencheurs ne sont pas forcément des comportements difficiles. Parce que ce à quoi j'assiste parfois dans la rue, c'est un enfant qui tombe, qui se fait mal, qui pleure et le parent qui dit: «Ah, tu vas pas quand même pleurer pour ça» et l'enfant, il a rien fait, c'est juste un être humain qui a des émotions. Alors moi, Donc je me pendant le confinement, penche, je pense que c'est pareil, oui, je ouais. vous laisse déjà Moi, je répondre. me penche sur Ouais. l'enfant, moi, je me penche, et puis je dis à la maman: «Oh, le pauvre, oh, tu t'es fait mal», etc. Le petit, il me regarde, il se calme, et puis je dis: «Ah, je vais trouver un bon mot pour la maman. Vous avez eu peur, mais il s'est fait mal, hein, voilà, ça va», tout ça. Et Et la maman se dit: «Bon, c'est vrai». Vous savez, au Canada, tout le monde fait des réflexions comme ça dans la rue aux parents. Et il faut que les Français commencent à s'impliquer, hein. On ne peut pas rester passif devant un enfant qui souffre. Mais il faut aider le parent, comme dit Arnaud, ouais, plutôt ouais. que de Et le crucifier. vraiment avoir de l'empathie. Moi, je me souviens Oui. d'une scène comme ça avec un de mes enfants. J'étais parti en vacances avec ma mère et ma maman adorait ses petits-enfants. Il devait avoir, je sais pas, 6, 7 ans, mon aîné, je crois. Ils ont, je pense, eu la chance d'avoir été élevés dans la bientraitance, ils n'ont pas eu de fessée ni quoi que ce soit, je pense pas. Et, euh, et ma mère, une fois, sort à mon fils: «Ah, t'es pas gentil». Vous savez, cette phrase que les grands-mères disent à tous leurs petits-enfants. C'est Et du jugement. Mmh. j'ai vu mon fils blêmir et c'était un pas gentil qui avait pas de sang et il est parti. Il est parti de la table et j'ai été le retrouver. J'ai dit: «Qu'est-ce qui» et il était quasiment en larmes dans sa chambre. J'ai dit: «Qu'est-ce qui Mmh. se passe?» Il dit: «J'aime pas et j'en ai marre que mamie dit que je suis pas gentil. Ça n'a rien à voir avec ça». Je pense qu'il avait refusé de la sauce tomate et donc je Eh oui! je pense qu'il serait bon que tu en parles à mamie. Et donc il a été lui en parler. Ma mère était en larmes parce qu'elle a dit: «Mais je voulais pas le blesser. Je voulais Mmh. pas, c'était pas mon projet». C'est des phrases toutes faites. C'est ça, Et c'est tellement ancré dans notre ADN qu'il faut tellement. tellement Oh, travailler. Et donc et ma mère, puis c'est bien le droit d'une grand-mère. mais Ben non, ben oui, non, tout à fait. non, tu Justement, m'as je dit: voulais vous «J'ai demander à 7 tous les 2 si petits-enfants, vous avez des non». petites phrases Oui, des petites phrases que vous avez reçues, vous, enfant, parce qu'il y a une très belle vidéo de Ah, 50 c'est pas secondes grave, sur le c'est pas site de OVO et Stop VO, avec des adultes, voire des personnes âgées, qui répètent cette phrase qu'ils ont entendue enfant et qui les hante jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est quoi votre phrase à vous? ah moi, On va commencer c'était une campagne. ouais,
Moi, c'était: «Ah, tu vas pas commencer, hein». Ça, quand on vous dit ça, tu Non, vas moi, pas commencer, hein. Ça veut je dire que vous pense que demandez quelque chose, ça ouais, vous moi, arrête, ça vous coupe. ça a peut-être été Tu c'est vas pas pas commencer, hein. Et il y le c'est avait, pas grave. la menace assurée. Mmh. Oui. Mais Clara, vous qui êtes aux États-Unis, comment vous ressentez, le contraste? Est-ce que vous voyez un contraste entre les parents français, les parents américains et la façon alors, vous savez, les Français, ils disent que les Américains sont mal élevés. Moi, je leur dis: «Non, les Américains». Je voudrais juste vous poser 2 petites questions. Moi, je trouve que les Américains sont beaucoup plus de confiance en eux, de joie de vivre, de créativité et ont beaucoup moins de barrières. Bon. Et puis la deuxième chose, alors toute la journée, moi qui suis médecin, on entre dans mon cabinet médical: «Tu as dit bonjour au docteur?» Et ça me coupe, donc je dis toujours: «Oui, oui, il m'a dit bonjour. Oui, il m'a dit bonjour avec les yeux». Mais je peux perdre un quart d'heure déjà de la consultation à expliquer que ça n'a pas de sens et que c'est moi qui dis: «Bonjour Christophe», vous qui me dites: «Bonjour», et puis quand il grandit, il va imiter. Mais par contre, on les bloque avec ça. Alors en fait, nous, on force les enfants à dire «bonjour», mais après Ou on on dira en fait moins des «bonjour» dans perroquets qui l'ascenseur que disent, des l'américain. mots. Ou on en fait des perroquets qui disent un merci qui n'est pas sincère, en fait. Donc on les Alors apprend à ne pas être sincères. Tout à fait. parlez-moi de ce que vous observez. Et ils deviennent Alors ils Ça deviennent hommes m'intéresse. et après ils deviennent hommes politiques. non, alors c'est compliqué parce que je suis aux États-Unis, mais je suis en Californie, donc c'est quand même pas très représentatif, de tout un pays. C'est quand même assez particulier. Donc je considère que j'étais extrêmement chanceuse d'avoir, mon premier enfant ici parce que sinon je n'aurais pas su tout un tas de choses, de tout un tas de choses dont certaines, enfin, ça m'aurait semblé même surréaliste si on m'en avait parlé. Donc en commençant par, bah, déjà, mon père était chirurgien, orthopédiste, donc moi, l'accouchement, sans intervention médicale, c'était pas une obsession avant de me poser ces questions-là. Vous voyez, moi, au contraire, je me sentais rassurée, en hôpital, en clinique. J'ai pris beaucoup de médicaments quand j'étais petite parce que mon père était médecin. Mais tout d'un coup, en étant ici, bah, j'avais des amis qui avaient accouché, sans aucun médicament et sans aucune intervention, médicale. J'ai appris qu'on pouvait accoucher dans l'eau. Moi, j'adore l'eau, donc je me suis dit: «Bah, je vais accoucher dans l'eau» et puis ça s'est fait pour mes 2 enfants. Pour ce qui est de l'allaitement, évidemment, à durée, naturelle, c'est-à-dire sans interruption abrupte et arbitraire, quand, un adulte a décidé que c'est l'heure d'arrêter. Je Et ne que pense papa pas que je réclame, il faut faire sa place au père? bien sûr. Et ensuite, il y a la question des couches. Moi, je recherchais les couches, lavables, un soir et puis je me suis retrouvée à lire jusqu'à 2 heures du matin sur, l'hygiène naturelle que vous avez dû connaître, au Vietnam ou Mais voilà, oui, qui est tout absolument. simplement le fait qu'aucun animal n'aime se souiller et que si Mmh. on vous donne l'option, bah, vous allez préférer, évacuer vos Moi, je dis: besoins «Vous dans un allez récipient. suivre». Oui, et puis et même, souvent suivre les plus grands de la tribu, derrière, l'arbuste, là où il y a un coin pour faire. Vous Mais là, encore une imitez. fois, les Vous pédiatres, je ne sais pas ce imitez. que vous avez appris vous, mais moi, plusieurs pédiatres m'ont dit, c'est contraire à ce qu'on m'a appris sur les bébés. On m'a dit que physiologiquement, ils n'étaient pas prêts à retenir leurs besoins, alors que ce qu'on a pu, nous, notre premier enfant, il avait 2 mois quand on a eu cette information. Pour notre fille, en revanche, c'était depuis la naissance. Jamais elle n'a fait caca, elle n'a fait caca sur elle, lui, pendant juste les 2 premiers mois de sa vie, parce qu'on ne savait pas. Mais c'est complètement dingue qu'on apprenne aux professionnels de la santé que ce serait cruel Alors, de lui demander alors qu'en fait, à partir du moment où on ne leur a pas appris à se souiller, c'est pas du tout naturel pour un bébé de se souiller. je Il va vais nous faire être savoir qu'il a je ce vais besoin. essayer d'être très brève, mais bien vous expliquer le sujet. En effet, moi, j'ai vu les petits Kanaks, les petits Vietnamiens, sans il y avait pas de pampers, hein. Donc déambuler, et alors la femme qui porte l'enfant, dès qu'il est bébé, elle sent quand il se trémousse. D'ailleurs, il y a eu des films qu'il faudrait retrouver qui sont très intéressants en Afrique, où on voit la femme, vous voyez, elle porte le bébé et forcément, elle n'a pas envie que son pain, là, il soit tout le temps mouillé. Mais elle sent quand il commence à se trémousser et on la voit qui attrape le bébé
qui s'assoit par terre, sur la terre battue, et sur ses 2 jambes, elle met le bébé, elle fait psss, et le bébé fait pipi. Mais des tout petits bébés qui tiennent pas assez. Après, elle le remet et elle continue. Évidemment que le bébé a une conscience de ses sphincters très rapide. Quand est-ce que j'ai envie qu'on me retourne, que je fais pipi, etc. Ça, c'est vraiment très naturel au petit de l'homme. Mais c'est dans des contrées chaudes, où on n'a pas besoin de couches, etc. Au fur et à mesure qu'on a habité des civilisations occidentales du froid, avec en plus les bureaux et les usines, et les mères qui déléguaient les enfants pour aller dans la civilisation industrielle, eh bien, les tierces personnes, qui en gardaient 3 ou 4, qui ne voulaient pas dans le froid et être toujours mouillées, se sont mis à vouloir éduquer à la propreté. Alors au début, avec des grosses couches de coton, avec des... Hein, au début, on les accrochait même complètement langés comme ça, puis petit à petit, un peu plus libérés quand même, mais on a voulu qu'ils soient propres. Et là, on a commencé, parce que l'enfant qui est emmailloté tout le temps et qui a pris l'habitude de se faire sur lui et de vivre dans le caca et dans le pipi, le jour où vous décidez que maintenant ça suffit, parce qu'il marche, il faut qu'il devienne propre, lui, il est habitué, c'est une deuxième peau, et donc il ne comprend pas. Et s'immobiliser à ce moment-là, l'âge des découvertes, il a peur de votre regard. Ah, tu ne fais pas un accident. Et du coup, il se retient. Et il y a eu beaucoup de maltraitance. Moi, j'ai reçu en urgence à Saint-Vincent-de-Paul, quand j'étais interne de garde, une enfant qui avait été posée sur le réchaud, les fesses brûlées, pour lui apprendre à ne pas faire pipi sur elle. Donc, il y a eu beaucoup de maltraitance. Et à ce moment-là, ça a focalisé beaucoup de choses dans notre société où on a dit il faut arrêter, laisser les enfants, ça viendra à leur heure. Et alors, ce que j'ai vu arriver, c'est qu'en même temps sont sortis les changes plastifiés. Et petit à petit, au début, on les mettait à peu près pendant 1 an à 18 mois. Après, on mettait beaucoup le bébé sur le pot, mais sans le forcer, parce qu'on disait ne, et on a raison de dire de ne pas forcer, bien sûr. Mais maintenant, ils sont pampérisés. 24-24. 24-24. Est-ce que nous, on supporterait? Les mamans me disent, docteur, vous n'avez pas une crème, il a les fesses rouges. J'ai dit, d'abord, enlevez votre pampère, mettez-le en petit caleçon, laissez respirer. Et vous savez, les petits garçons, avec leurs petites coucougnettes, elles sont trop au chaud. Elles sont descendues pour être au frais. Ah ben non, on plastifie tout ça. Et puis tout d'un coup, on dit, c'est l'heure de l'école, il faut qu'il soit propre. Alors, vous avez un nombre d'enfants qui se retient, et en particulier pour leur sel, qui peuvent se constiper 5 jours, 6 jours, puis ensuite l'intestin va faire sur eux, et c'est un vrai gros problème. Donc aujourd'hui, on est rentré dans un autre problème chez nous. Voilà, c'est mon quotidien. Entre ne pas forcer, ne pas maltraiter pour ça, respecter, ne pas humilier, et en même temps, donner la liberté de sentir ses sphincters pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, l'enfant, on lui dit, assis-toi sur le pot, mais il avait des couches dans la journée, il ne comprend pas ce qu'il faut faire, il a peur que vous ne soyez pas content, il se retient, il se bloque. Mais c'est ça qui est intéressant. En anglais, on dit potty train, c'est ça, Oui, apprendre c'est à être ça. propre, apprendre à entraînement au pot. Oui. Et donc, en fait, Mais il ne faut pas que ça tourne à la si on n'a maltraitance. pas d'abord diaper train, c'est-à-dire si on n'a pas entraîné aux couches d'abord, si on ne leur a pas donné d'abord le message que c'est le lieu où faire ses besoins, il n'y aura pas lieu d'entraîner au pot puisque ça aurait été ce qu'ils ont connu toute leur vie. Après, Alors, il m'arrive souvent, quand ils commencent à bloquer pour aller sur le pot, de dire d'enlever les couches la journée, mais quand on sent qu'ils ont envie de faire, de leur remettre pour faire. Alors ça, c'est assez intime, c'est assez pudique, et ça leur évite de se constiper pendant une semaine. Mais on est obligé de mettre des stratégies pour respecter leur stade de développement. C'est un vrai problème, parce que c'est un domaine intime, important, humiliant, social. C'est un vrai gros problème qu'il faut aborder avec une grande délicatesse. Et là encore, un respect de l'enfant. Ne jamais l'humilier. Combien se cachent derrière une porte pour faire? Ils ont honte. Ça, c'est vraiment dramatique, mais c'est très fréquent. Ouais. Merci d'avoir évoqué ce problème, Clara.
Oui, en tout cas, je peux vous dire, mon expérience de maman, ne jamais avoir, à mettre les mains dans le caca, même voilà, quand on confie son enfant à quelqu'un d'autre pour le personnel de crèche dont ce n'est pas le bébé, donc pour un parent, c'est une chose de mettre les mains dans C'est le caca, ça, mais quand c'est le caca de l'enfant c'est d'une autre ça. personne, en fait, voilà, je ne sais pas, comment Et j'ai beaucoup de c'est mamans qui veulent encore changer leur enfant de 18 mois, voire de 2 ans, en le couchant. Mais c'est une position couchée, vulnérable, et l'enfant donne des coups de pied, et il faut nettoyer ses fesses. Et c'est très compliqué, en fait. Moi, je leur demande que l'enfant soit debout, parce que c'est très dur de se coucher comme un malade en maison de retraite. Vous êtes vulnérable. C'est terrible. Ce sujet-là est un très, très grand sujet. J'avais lu en fait que Pampers avait fait des campagnes justement dans des pays qui n'avaient jamais eu besoin et donc jamais utilisé de couches, comme la Chine, où donc nous on avait, vous parliez du froid et je me souviens, nous c'est vrai qu'on vivait en Californie, mais on allait quand même rendre visite à mes parents en France et je me souviens d'un premier hiver sous la neige et on avait acheté ces pantalons chinois qu'on appelle split C'est ça. crotch, donc Mmh, quand vous écartez les jambes, en fait, ça mmh. s'ouvre, mais après, c'est voilà. Et puis on avait des leggings, Mais voilà, des tas de couches. vous savez que Et ma grand-mère portait des culottes comme ça, à ah oui, l'époque. ben donc voilà. Ah Et oui, donc en même les Chine, en fait, femmes Pampers est avaient arrivé et des a dit aux culottes comme ça. parents que le quotient intellectuel de leur bébé serait plus élevé, en fait, s'ils portaient des couches, tout comme Nestlé l'avait fait pour, le lait en poudre au lieu du lait maternel en Afrique. Donc, évidemment, il y avait une grande campagne de boycottement de Nestlé puisque des bébés étaient morts quand Le les garçon femmes étaient terrible, rentrées à la maison et n'avaient plus assez de lait, enfin bon, n'avaient pas c'est les ça. moyens d'acheter Nestlé, etc. Et ben apparemment, Pampers l'a fait pour les couches. Donc Donc le QI est dans la couche. voilà, et donc c'est dommage parce qu'en plus, pour ce qui est de la pollution, évidemment, Mais vous les savez couches, c'est une catastrophe. l'image, c'est je mets une couche, comme les occidentaux, donc je suis moderne, donc mon enfant va être plus intelligent. Voilà, c'est ça, c'est le côté Mais moderne. et en fait, l'enfant, il perd la notion, le la sensation de la vessie pleine, et ouvrir son sphincter et le pipi coule. Mais Il ouais. fait plus rapport puisqu'il vit dedans tout le temps. Mais c'est marrant parce qu'on parlait hier avec Maud Petit de l'instinct et de la confiance en soi en tant que parent qui est, ça on en a parlé presque tous les jours, du fait que justement c'est bousillé par justement ce que nous avons reçu, pendant l'enfance, qui a complètement détruit notre confiance en nous et en notre voix intérieure qui nous dit finalement ce qui fait sens de faire et souvent on a des parents qui disent: «Moi, je sais qu'il a envie de faire caca là. Ah tiens, il va faire caca, il a envie de faire caca» et pourtant ça ne leur viendrait pas à l'esprit de le poser, de le C'est tenir, de le ça, de le poser. mettre Quand confortable. ils sont tout Mmh. petits, on le Mmh. tient avec les mains sous les cuisses C'est et en ça. squat contre sa poitrine, Mmh. au-dessus d'un récipient, alors qu'on sait qu'il va se souiller. Donc Mais c'est du formatage en fait. il y a quand même eu ce que je vous explique quand j'étais jeune pédiatre, tout ce courant, pour éviter la maltraitance. Parce qu'il y avait ce prétexte, comme le français quand même est quelqu'un de très carré, eh bien, il veut absolument que l'enfant soit discipliné. Et le pipi et les selles, c'était un objet de contrainte, d'humiliation et de maltraitance qu'heureusement, quand même, on a dit qu'il faut arrêter. Sauf qu'on l'a déplacé. Parce que maintenant, pour entrer à l'école, on vous dit qu'il faut être propre. Et bon, il y a encore beaucoup Et d'enfants les qui. nuits, alors les nuits, parce que vous me demandiez par rapport aux États-Unis. Donc il y a plusieurs courants. Donc la Californie, c'est un État très alternatif, si vous voulez. On trouve de tout. C'est le temple du yoga après l'Inde, on va dire. Enfin, donc, voilà, des personnes extrêmement ouvertes à ce que font d'autres cultures. Et donc très vite, j'ai eu l'information que voilà, sur le cerveau de l'enfant, l'abandon en fait, le lien, évidemment, par rapport aux nuits. Mais il y a aussi des livres qui vous disent l'enfant ne sera pas autonome, etc. Il faut qu'il fasse ses nuits, c'est bon pour sa santé, c'est bon pour la vôtre, donc laissez-le crier. Et si ça vous dérange, si ça vous dérange, je ne parle pas de ce qu'il ressent lui, si ça vous dérange, vous mettez de la musique pour ne pas l'entendre. Oui, c'est ça. C'est de la Donc ça, maltraitance. voilà, c'est de la maltraitance, mais Mais vous avez aujourd'hui, en raison. France,
la majorité des pédiatres, d'après ce que j'entends dans mon Mmh, entourage, mmh, conseillent aux mmh, parents mmh. de laisser l'enfant pleurer tout seul dans la C'est pièce à ça. côté. Mmh, Donc mmh. comment faire? Je veux dire, comment leur faire passer l'info? Alors quand je suis, Ça commence à bouger, hein. Il y a un DUT pédiatrie et parentalité bienveillante qui a été mis en place à Nanterre. c'est ça, et Catherine j'espère que tout le monde est bien Dégage, formé. elle en a parlé peut-être, mais Catherine a mis en place Ah oui, et un Catherine, DU. elle est Donc, il y a formidable. des pédiatres qui sont en train de réfléchir. C'est Moi, je ça. travaille avec même un médecin, un généraliste, qui est très dans cette démarche de bienveillance et de bien-traitante. Et d'ailleurs, il dit maintenant, j'ai des gens qui viennent parce qu'ils savent que je suis dans cette démarche aussi avec les enfants. Mais D'accord, parce que ce serait pour comme le actualiser. sujet est intéressant que soulève Clara là, c'est que quand je suis rentrée de mes chers tropiques, puisque j'ai bien expliqué dans mon livre que c'est là qu'est venu, que mes yeux ont observé comment grandissaient les enfants. Mais quand même, pendant toute mon enfance, tout mon lycée, ma petite enfance, mon lycée, je suis venue faire mes études à l'assistance publique à Paris et je suis repartie encore 7 ans là-bas. Donc mes yeux de jeune pédiatre ont été nourris de toutes ces images avec le sommeil partagé dans la paillote, dans la case, et des enfants. Je dis souvent que le footballeur Carambeu, il fait le tour de la planète et pourtant il a grandi à Lifou, dans la case, et il est autonome. Donc les parents disent, mais quand est-ce qu'il va être autonome? Ben, Carambeu, il fait le tour du monde. Mais quand j'avais ces images pleines dans la tête et que je rentre exercer ici, et là, à l'hôpital où j'avais appris, on ne parlait pas de ces sujets-là. Mais dès que je me suis trouvée en ville, le sujet m'a explosé au nez. Et j'ai dit, on doit garder son bébé dans sa chambre, on doit garder son bébé avec soi. Un front, c'est comme les châtiments corporels. Non, mais ça, c'est pas possible. Il faut le mettre dans sa chambre très tôt pour qu'il prenne des bonnes habitudes. Et la première question en maternité, c'est docteur, quand est-ce qu'il va faire ses nuits? Je disais souvent, c'est pas l'objectif, c'est pas dans son programme. Eh bien, c'était inconcevable. Et je vous dis ça, c'était les années 80. Donc, il y a 30, 40 ans presque. Et seulement depuis 4 ou 5 ans, alors qu'on le voyait avant et qu'arrivé un jour, un collègue, un confrère me pose un dossier comme ça sur mon bureau, tu vas être contente. Je regarde, c'était une étude sur la mort subite du nourrisson qui montrait à Londres que les hindous qui venaient d'Inde et qui vivaient encore de manière traditionnelle avaient beaucoup moins de morts subites que ceux qui voulaient vivre à l'occidental en mettant leur bébé dans une autre chambre. En effet, ça venait corréler ce que je disais. Mais il a fallu encore 20 ans pour qu'on fasse vraiment des enregistrements, des tracés de sommeil, des tracés cardio-respiratoires qui montrent que l'enfant, quand ses parents dorment dans la même pièce que lui, fait beaucoup moins de pauses et est beaucoup moins vulnérable. Non pas que les parents vont avoir les yeux, mais qu'il les entend, ça ronfle, ça bouge, il y a de la vie comme il y avait dans le ventre. Ça continue et ça le rend beaucoup plus alerte de toutes ses fonctions. Et donc, il y a moins de morts subites. Enfin, mais quoi, il y a 3-4 ans, on a sorti la règle en France que les bébés doivent dormir dans la chambre des parents pendant les 6 premiers mois. L'Académie américaine de pédiatrie a dit pendant la première année, 6 mois minimum, mais ça serait mieux la première année. En fait, moi, je ne laisse pas pleurer un enfant, mais même un enfant de 3 ans. Mais alors on me dit, oui, mais la place du père. Un jour, je faisais une conférence et puis j'ai dit, parce qu'on m'a dit, oui, mais pour l'intimité, ça veut dire pour faire crac-crac, quoi. J'ai dit, mais écoutez, est-ce que vous croyez qu'une mère, elle a son bébé dans une autre chambre? Elle sent qu'il doit être entre deux eaux, là, qui va peut-être sourire. Elle prend son pied. Mais monsieur, non. Si par contre, vous gardez votre bébé avec vous, qui dort d'un répandu, et que vous, avec un peu d'imagination, vous allez faire l'amour au salon, ben c'est top. Donc pourquoi imposer à un enfant de pleurer? Voilà. Et petit à Imposer petit, au couple de n'avoir que la chambre comme lieu que de la crac-crac. chambre, mais la mère n'est pas tranquille. Et petit à petit, vous savez, les enfants, tous, ils s'autonomisent. Hein. Mais Et ce qui est, j'ai une de mes filles qui a fait ça. Elle m'a dit, mes enfants n'ont jamais pleuré parce que dès qu'ils se réveillaient un peu, ils savaient que soit ils venaient, soit on y allait. Mais j'ai dû
faire un budget l'année dernière pour offrir une chambre à un des enfants qui voulait sa chambre à lui. Voilà. Donc on grandit, il s'autonomise. Il faut entendre que tout ça, après, ce sont des histoires personnelles et individuelles. Et il y a tellement d'enjeux dans des familles de plein de choses que ce qui va être peut-être quelquefois bon pour une ne sera pas bon pour l'autre. Vous comprenez? Même Non, si je pense, Arnaud, que si on prépare les bien parents sûr. aux besoins des enfants, Oui, bien sûr. le père comme la mère est très content de respecter et de ne pas faire pleurer son bébé. Ah non, mais ça, Il faut juste les préparer avant. Et Ça, si on Parce que c'est bon informe pour le sur les cerveau de l'enfant. conséquences, je suis d'accord, C'est pas mais juste, après, il y a des histoires personnelles. Je c'est sais pas pas du où un enfant, laxisme. je sais pas où un enfant dormait dans la chambre des parents et pour autant, il se réveillait 3 fois par nuit. C'était compliqué. Enfin, il y avait Ah vraiment oui. quelque chose qui se jouait pour la Ouais. maman à un autre niveau. Vous voyez? Et là, il y a eu tout un travail qui a été fait sur l'angoisse de la mère qu'elle était en train de refiler au bébé. C'est Donc, vrai. Vous avez raison. c'est bienveillante, quelquefois on généralise et il faut être très vigilant parce que toutes les histoires parentales, ce sont des histoires individuelles. Sauf que quand on me dit, vous avez raison, mais avec ça, on pourrait encore revenir à Naouri. Alors laissez-les se débrouiller. Non, ah ben non, Non, c'est non, heureux. non, je vous rejoins, Edwige, hein. Je suis d'accord avec vous. Hein. Ah ouais. c'est ça, Parce que c'est qu'il y a Je vais un chacun manque fait comme il d'information veut en parce fait. que individuel, voilà. Parce chacun fait que comme il veut parce souvent, que chacun a son histoire. Ça Moi, c'est pas ça ne que je tient pas voilà, compte du développement de l'enfant. ouais, non, non, mais c'est pas ça que je dis. C'est dans le respect de l'histoire, il y a toujours une bonne raison que, et comment on peut entendre. Enfin, là, Oui, mais j'accompagne un couple de parents et ça a l'air, et l'enfant a 3 ans, donc voilà, et c'est compliqué. voilà, racontez. Et donc, c'est très compliqué en termes d'endormissement. Mais la maman, la dernière fois, en entretien, elle est tombée en larmes tout de suite parce que elle est avec. J'ai tellement eu peur par rapport à l'accouchement. J'ai tellement eu peur que j'allais le perdre. J'ai tellement encore baigné, et je baigne encore dans cette angoisse que je peux le perdre. Je pense que l'enfant est actuellement en train de dire, maman, je suis en vie, tu vois. Donc, C'est ça. je me réveille, ça. je me réveille, je me réveille, je me réveille. Comme ça, je suis là. Et donc, il faut Je dis, expliquer si tout j'avais ça été à avec, l'enfant. si Il faut j'avais lui été, dire, tu fais ton travail d'enfant. voilà, En fait, si j'avais été avec le il conseil faut parler de, à l'enfant, comme tout à aurait bien fait, dit Dolto à ce moment-là. Hein. voilà. Il faut parler avec l'enfant sur les genoux de la mère, comme faisait aussi Bertrand Kramer en Ouais, Suisse. ouais. On parle avec l'enfant en disant, ben, comme ça, hein, maman, elle sait que tu es bien là. Et souvent, ces phrases. Alors, après, au plan pratique, il m'arrive de dire, eh bien, gardons le lit conjugal. Et puis, dans la chambre de l'enfant, mettons un lit d'appoint. Oui, oui, tout à fait. Alors, à ce moment-là, au lieu de laisser pleurer, mais il comprend qu'il y a le lit conjugal. Il faut toujours essayer de Oui, s'adapter. oui. Ah, oui. mais ce qui Bien est sûr. important, je pense, c'est de partager les informations sur ce qui se passe réellement et que c'est du long terme, en fait, qui est Mais en jeu. oui, mais Parce que oui. souvent, on entend, ah, mais mon enfant, je me suis dit, oh là là, il criait tellement, il pleurait tellement mon bébé que je me suis dit que ça allait affecter notre lien, etc. Et puis finalement, quand je suis arrivée dans sa chambre le matin, il m'a fait un grand sourire, il m'aime toujours, tout va bien. Et en fait, évidemment, l'enfant, il est programmé pour aimer son parent, quoi qu'il arrive, il est tellement à Il sa en dépend merci. tellement, oui. Il en dépend tellement, donc même un parent abusif, violent Bien sûr. physiquement, l'enfant va toujours L'enfant ne l'aimer. dira rien. Donc c'est pas ça qui prouve que tout va bien et Non. qu'on peut Non, continuer non, non. d'abandonner Mais son bébé. quelquefois, ce que j'entends moi dans cette parentalité bienveillante en France, c'est que quelquefois, ça reste des recettes. Et là, ça peut être dangereux. C'est des Bien histoires sûr. individuelles. Et même si tout ce qu'on dit là est totalement vrai, je rejoins Edwige là. Après, il y a les histoires de chacun. C'est Et pour ça j'ai, que j'aime le terme de parentalité créative de Catherine oui, Montecrime, parce que c'est vraiment chacun doit Chacun trouver en trouve. fait en Mais il ne faut pas fonction que de. chacun, alors, attendez, moi je suis pédiatre, il ne faut pas que chacun trouve sa solution non. à cause de son histoire, à cause de ses Ah problèmes, non. à cause Ouais, au mépris des tout besoins à de fait. l'enfant. Tout à fait. Bien Moi, sûr. je parle des besoins de l'enfant Tout à en fait. tant que, vous savez, je suis une pédiatre à la fois très formée au plan psychologique, mais aussi scientifique, Oui, oui. parce que j'ai fait des années et des années de réanimation de prématurés. Et quand vous savez ce qui se passe dans le cerveau, quand vous suivez le prématuré, que vous savez toutes les séquelles de chaque petite chose, et que vous savez combien les pleurs, laisser pleurer un enfant, ça va abîmer ses neurones, si précieux, les fermer, etc. Il faut quand même parler scientifique aux parents, en même temps qu'on va comprendre leur histoire avec empathie, chercher des recettes personnelles, mais
quand même partir des besoins de l'enfant. Tout On à ne peut fait. pas les Est-ce que ignorer. vous pourriez tous les 2 nous parler des violences plus subtiles, on va dire, c'est-à-dire qui ne sont pas perçues comme violences encore dans notre société, comme les punitions, les humiliations, je pense qu'on les gens comprennent, mais les menaces? Le chantage, Mmh. les En quoi est-ce que menaces. Non, c'est toxique, nocif? bien sûr, mais c'est tous les jours, hein. Et les punitions, souvent on me dit: «Bon, d'accord, vous dites qu'il ne faut pas taper, mais bon, il faut quand même punir». Punir, c'est déjà une humiliation. Et on me dit: «Oui, mais quand même, je vais lui enlever, sa tablette, sa console, je vais lui enlever son jouet, le rendre, immobile sur sa chaise». C'est toujours de l'humiliation, parce que j'ai le pouvoir, je t'enlève, tu vas voir. Et en fait, moi, je prône les conséquences. Dire à un enfant, le matin, il ne veut pas s'habiller. D'abord, il faut toujours réfléchir à ce qu'on demande aux enfants, ou au niveau de l'enfant. On m'a déjà dit, ben, on est bien obligé de taper quand il veut mettre ses doigts dans la prise. Ben oui, mais non, qu'est-ce que fait la prise sans protection? Mettez un meuble devant la prise. Bon, donc, déjà, qu'est-ce que je demande? Le matin, je veux qu'il s'habille. Allez, habille-toi. En fait, je lui mets plein de vêtements, sa doudoune, il crève de chaud. Et puis, je ne sais plus où j'ai mis mes clés. Et où est mon portable? Et le petit, il est comme un bonhomme Michelin, il crève de chaud, le lendemain, il ne veut pas s'habiller, il tourne en rond. Qu'est-ce que je lui demande? Alors, comment je vais faire? Je vais l'aider. Alors déjà, le matin, il a besoin de rêver, il est dans le coltard. Ah non, il faut qu'il soit autonome, qu'il s'habille tout seul. Ça va, ça va. Je le laisse un peu jouer, je lui mets son vêtement. Ça ne veut pas dire qu'il va être toujours se faire servir. Et puis ensuite, pour sortir, ben, je vais mettre la doudoune quand il va commencer à sentir un peu le frais. Enfin, il y a plein de choses avec lesquelles on ne va pas tellement vouloir de choses absurdes qu'on ne va pas être obligé de punir. Et puis, après, il y a des choses vraiment, il veut absolument votre téléphone, vous avez un peu laissé faire. Et maintenant, c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Là, on est tous dessus. Et vous voulez dire non, tu fais tes devoirs d'abord, ou voilà. Eh bien, c'est la conséquence. C'est-à-dire, tu vois, on va faire ce petit travail et on est obligé de ne pas avoir le téléphone parce qu'on fait ça. Oui, mais moi, je ne veux pas que tu me l'enlèves, etc. Là, je suis obligée. Et puis, je dis aussi, tu as le droit de crier. Vous voyez? Il ne faut pas dire, ah, puis ne crie pas. Parce que l'enfant, il a toujours le pouvoir de crier. C'est son pouvoir. Ben, tu as le droit. Tu as le droit, mais moi, je suis obligée. Je suis désolée. Donc, je montre que je suis obligée, que c'est une conséquence parce qu'on avait dit. Et puis aussi, avoir des pendules dans la maison. Vous savez, les enfants n'ont plus la notion du temps. Alors, ils luttent contre la mer. Ils sont comme un chat dans un panier. Ils ne voient pas le temps. Le temps, il est sur la box. C'est pas lisible. Et même quand il sait lire l'heure, ben, il ne va pas faire ça pour savoir si c'est l'heure du bain. Hein. Et autrefois, dans nos maisons de campagne, il y avait des pendules qui portaient leur nom. Et même le bébé, boum, 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 il savait qu'il était 3 heures. Et ça sonnait 5 coups, 6 coups. Il y avait le clocher de l'église et le coq le matin, et toute la vie au rythme du soleil. Là, les enfants comprenaient les rythmes. Ça ne venait pas de maman. Maintenant, maman, elle tourne comme une toupie. Allez au bain, je résiste. Au bain, je résiste. Elle va forcément le redire. J'en ai marre, elle crie, elle est fatiguée. Alors, mettez une pendule simple, une petite horloge avec des chiffres bien dessinés, des grandes aiguilles, même quand il ne sait pas l'heure. Quand l'aiguille sera au 6, on prend le bain. Il va résister un peu, mais il l'a vu venir, l'aiguille, parce que vous l'avez mis à sa hauteur. Et donc, quand vous allez le dire, ça sera la planète qui l'a décidé, c'est pas maman. Donc, il y a plein de techniques, mais à condition qu'on réalise ce qu'on demande aux enfants. Sinon, ils jouent, on coupe au bain. Pourquoi il n'obéit pas tout de suite? Attendez, il n'a pas anticipé. Donc voilà, c'est toujours le respect de la connaissance de ce que pense un enfant, de ce qu'il vit. Oui, donc quoi, vous n'aurez pas besoin de punir, franchement. Je ne me souviens pas d'avoir puni. Alors moi qui ai grandi à coups de punition, de paire de claques et de très très sévère, mais chez mes parents, il fallait avoir le prix d'excellence. Sinon, ils ne venaient pas à la distribution des prix.
Mais ma mère était prof et bon, j'ai bien raconté comment ça se passait. Et j'ai vu ma sœur aînée détruite par cette, elle qui était tellement extraordinaire. Elle a été rebelle, rebelle. Elle s'est durcie. Quand on dit l'autorité, ah ben alors là, ils ont vraiment perdu leur autorité. Elle est devenue complètement un black bloc contre eux, et alors qu'elle était magnifique et qu'ils l'idolâtraient. Et donc, ça a été une épreuve terrible après pour eux, mais c'était trop tard. Donc, je sais que revenir, quand les gens me disent non, mais autrefois, on avait l'autorité. Moi, j'ai su ce que ça faisait. Et après, comme j'étais nourrie, parce que ma sœur se confiait à moi, j'étais entre mes parents et ma sœur, et moi aussi, je me prenais des claques. Eh bien, j'aurais jamais eu ça dans les mains après. J'avais réfléchi. Et quand mes filles étaient petites, mais jamais j'aurais levé la main, ou même crié ou puni. Je pense qu'elles se souviendraient jamais que j'ai pu faire quelque chose comme ça. Et Et toi, d'ailleurs, elles Arnaud, élèvent. Je pense, Oui, oui. est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi pour toi punir ou menacer, c'est une violence? C'est ce que dit Edwige, et, hein. ouais. Ça abîme le lien, ça abîme ce lien d'attachement, ça abîme cette sécurité, ça apprend des mauvaises choses pour quand on est adulte, pour Et manipuler. puis surtout, Voilà. surtout quand vous punissez, vous savez, c'est souvent maman qui dit tu vas voir quand papa va arriver. Dolto, elle disait le père n'est pas un croque-mitaine. Mhm. Franchement, dire que quand il va arriver, ça va aller mal. Et des fois, les mamans me disent non, mais c'est pas normal parce que moi, je galère depuis 2 heures avec les devoirs, le bain, le machin. Et le père, il arrive, il joue avec les enfants. Ben Est-ce que oui, vous avez commis certaines formes de violence quand vous étiez maman parce qu'il y avait des choses que vous ne saviez pas encore? oui. Alors, j'ai commis des violences, je vais vous dire. Dans l'éducation, vraiment pas. Vraiment pas parce que j'étais passionnée par cette histoire. J'avais tellement vu dans mon enfance, à la fois mes parents qui se croyaient des bons parents, mais faire, vraiment, fausse route et comparé aux autres enfants libres que je voyais autour de moi. Donc ça, j'avais bien analysé, je ne pouvais pas me tromper là-dessus et ça me passionnait. Je suis devenue pédiatre pour ça, passionnée et passionnée en même temps de psychologie et donc très, très passionnée, donc j'aurais pas pu le faire. Je suis toujours très, très proche de mes filles et de mes 7 petits-enfants qui portent mon combat et qui savent que mamie, elle dit: «Jamais taper» et donc c'est vraiment un héritage, voilà. Mais bien sûr, je ne suis qu'un être humain et pour moi, la chose la plus violente que j'ai fait à mes filles et dont je pourrais leur demander pardon tous les jours, c'est que j'ai dû me séparer de leur père et ça, j'ai pleuré pendant 2 ans. Parce que j'étais bien sûr, comme n'importe quel pédiatre, contre la séparation, des parents et donc c'est quelque chose, je me dis souvent: «Est-ce que je pouvais faire autrement?» Alors, j'ai pas trouvé la réponse vraiment, je pense pas en fait, ou alors j'aurais perdu ma dignité de femme et mon père, j'ai retrouvé une lettre. Dieu sait que mes parents étaient classiques. Là, j'ai retrouvé une lettre, où il me parlait au moment où je lui avais appris que je m'étais séparée, que j'avais demandé le divorce. Et il m'a dit, «Tu as bien fait». Il m'a dit: «Tu sais, 60 il m'a dit comme ça dans la lettre, 60 des femmes dans ces situations seraient restées avec leur mari pour des intérêts qui sont veulent». Il a eu ce mot-là. Et donc tu as réussi à ne malgré l'enfance, ton enfance, tu as réussi à ne jamais crier sur tes filles, par Ah exemple? voilà. Non, ça jamais, jamais. Jamais, mais je pense que ça me viendrait pas. C'est terrible, c'est quelque chose qui est impossible. Alors, bah, bien sûr, parfois être fatigué, hein, parce que vraiment, il ne faut pas croire, il y en a qui vont dire: «Oui, mais il y a des enfants difficiles». Ben, les enfants difficiles, c'est ceux sur lesquels on tape et puis vous savez, comme disait l'autre jour, Olivier Morel, heu, il y a la génétique et l'épigénétique. La génétique, c'est à peu près 18 d'un chromosome, les gènes, mais dans le reste de la chaîne, il y a les molécules qui activent ou inhibent les gènes. Quand j'entre dans une chambre de maternité et que j'entends: «Ah, celui-là, il va avoir le caractère de l'oncle Jules», mais je suis tétanisée. En fait, souvent, il a juste faim et on a dit que c'était pas l'heure.
Donc moi, je dis, mais mettez-le au sein, ou donnez-lui son biberon. Le docteur, c'est pas l'heure. Non, non, donnez-lui. Le bébé se calme et divin. Je dis, vous voyez qu'il n'a pas le caractère de l'oncle Jules. Mais si vous faites ça, si vous collez des étiquettes, vous allez lui donner à force le caractère de l'oncle Jules. Parce que ce bébé, il n'aura pas d'autre moyen que d'être tout le temps en train de hurler et de ne plus écouter les adultes. Donc, vraiment, j'avais tellement pensé ça depuis mon enfance, Mais constaté du coup, ça. qu'est-ce que tu dirais aux parents qui, surtout là pendant le confinement, tout est exacerbé, donc parfois les enfants c'est bruyant, on sait que ça fait partie aussi de leur processus de guérison de pleurer, donc c'est normal qu'un enfant soit bruyant, mais parfois pour le parent c'est trop. Et quand on est au bord de l'explosion, est-ce que ça a pu t'arriver à toi en tant que maman? Et qu'est-ce que tu pourrais dire pour soutenir les parents, pour justement ne pas dire ou faire des choses blessantes? J'ai été quand même maman solo et en essayant de me battre, de gagner ma vie. Donc je les comprends toutes ces mamans. Ben, je leur dis que c'est pas une raison pour crier et il faut toujours prendre les devants, il faut toujours avoir du matériel pour occuper les enfants, les comprendre. Des fois, on peut dire oh, excusez-moi, là, je suis fatiguée, je ne sais plus faire. Mais les enfants, quand vous n'avez pas l'habitude de crier, bon, ils peuvent essayer de résister. En fait, moi, j'ai plutôt connu le détournement. On désobéit, on ne fait pas. On ne fait pas. On ne fait pas ses devoirs ou on ne répond pas pour être à table. Ben, à ce moment-là, vous contournez, vous attendez un peu. Et maintenant, je m'occupe beaucoup encore de mes petits-enfants. Je fais faire le travail. Donc, c'est le moment du travail, les devoirs le plus dur. Et là, on est en télétravail. Donc, je le fais à distance en ce moment. D'habitude, je le fais en proximité. Mais il résiste. Donc, quand j'arrive, j'ai pas de travail. Alors, je ris. Je dis, oui, je sais, j'ai pas de travail, j'ai pas de travail. Mais c'est pas grave, détends-toi, moi, j'organise. Je commence à vider leur sac, à organiser leurs trucs, et puis à comprendre qu'est-ce que voudrait le prof. Et puis là, je vais expliquer. On rigole et ça crée une vraie relation. Donc, moi, j'attends que l'enfant soit prêt, alors que j'ai beaucoup de choses à faire, hein. Mais j'attends. Je crie pas, non. Et si vous prenez l'habitude de ne pas crier, vous crierez plus. Mais souvent le déclencheur pour le parent sont les conflits entre frères et sœurs. Vous n'avez pas eu ça Ah entre vos oui, filles? ah oui, Clara, merci. Ah ben oui, ils crient, ils se disputent, ils se battent. Alors on les sépare et on tape dessus. C'est super comme exemple. Ils se battent et je te tape dessus. Faut pas taper ton frère, mais moi je te tape. Donc non. Alors effectivement, comme dit Arnaud, quand on a plusieurs chambres, c'est quand même plus facile. Et je dis toujours aux parents, une salle de jeu et une seule chambre, non, non. Vaut mieux deux chambres. Et peut-être deux petites chambres, avoir son coin. Le petit qui joue au salon et le grand qui a le droit d'être tranquille dans sa chambre. Et le grand a le droit de s'enfermer. Il faut pouvoir faire un peu time out Et on et n'a pas c'est tout pas. ça, nous. Vous me faites Ah culpabiliser bah, là. mais Voilà. même si vous êtes dans un studio, si vous pouvez essayer d'avoir une mezzanine, si vous pouvez essayer d'avoir un bureau dans un coin, d'avoir un petit placard qu'on range, mais bien sûr, il faut être là pour gérer les énergies. Avoir comme une table d'architecte pour que le grand il puisse faire ses Legos et tout ça sans que le petit vienne tout casser. Parce que souvent, nous, comme on veut avoir la paix, je regarde faire. On laisse les enfants jouer ensemble. Celui qui a 5 ans avec celui de 3 ans. Les enfants jouent. Ça dure 10 minutes. Ça ne marchera pas. Et au bout de 10 minutes, ils vont se battre. Donc moi, je dis non, les enfants ne jouent pas. En ce moment, ils ont un temps de partage, mais vous devez être à côté. Et vous avez déjà préparé ce que vous allez faire quand ils vont se disputer. Il faut anticiper. Les enfants, il faut être avec eux. Le temps viendra où ils seront ados et ils seront sur leur Facebook et vous regrettez tout ce partage. Partagez, chers parents, partagez. Et toi, Arnaud, est-ce que tu as pu dire ou faire des choses violentes avec tes Oh, enfants? certainement, je pense. Oui, 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 je peux pas dire que non. Je crois qu'ils ont eu la chance d'avoir un papa et une maman qui étaient en analyste 5 ans avant qu'ils arrivent, donc ça a pu dégager certaines choses. Mais oui, il y a certainement eu des cris, oui, il y a pas de fessées, parce que moi, j'en ai jamais eu, donc c'est vraiment quelque chose, je pense qu'ils ont pas reçu. Mais bien sûr qu'il y a dû avoir des choses pas simples, bien sûr. Je me suis déjà excusé auprès d'eux.
avec le recul, en disant il y a peut-être eu des moments où, pour X raisons, ceci, cela. Après, ils ont connu un couple de parents qui se séparent, Edwige. Et c'est dur ça, Bah, pour ça a été plus dur pour eux et pour nous. ça a Pour été dur nous, pour on nous, ça a été dur moi pour moi, mais je je dis pense toujours aux enfants, ça c'était dur aussi pour papa et maman. mais oui, mais je pense que ça la fonction parentale, j'ai beaucoup de respect pour leur maman, heu, elle a continué énormément après même la séparation. C'est-à-dire qu'on a été très vigilants, on habitait quasiment à 50 mètres l'un de l'autre. Ils Ah, traversaient. Ils ont c'est ja ça, ils ont jamais eu les habits à transporter. Ils ont c'est jamais ça. Là, il y avait chez papa, Moi chez je dis valise à roulettes. voilà, Waouh! il y avait ils ont pas connu tout ça, donc c'était simple. Ah, Et une fois, je me rappelle, mon deuxième fils a dit à son frère aîné, mais pourquoi pourquoi t'as pas changé de maison, toi? Parce que c'est la maman qui est partie. Et mon fils a répondu, avant que je réponde, mon fils aîné a répondu en disant, mais enfin, c'est pas une question de maison. Ils ne sont plus amoureux. Donc, quand on n'est plus amoureux, on ne reste plus ensemble. Notre cycle de vie avec la maman était fini. On a vécu 10 ans et c'était formidable et c'était 10 belles années. Et, euh, et voilà, et c'est des enfants formidables. alors il faudrait en écrire peut-être un livre, et exemplaire parce que Arnaud, ce qui est important, je le dis toujours aux parents, certes, quand je dis aux enfants, quand tes parents ils se sont rencontrés, ils voulaient avoir la même maison. Ils n'imaginaient pas, en faisant des bébés, qu'ils allaient faire ça. Non, non, non. Donc eux-mêmes, c'était des choses importantes qu'ils ont fait. Mais parfois, on peut ne plus avoir envie d'être dans la même chambre, mais on s'aime quand même, Tout à et fait. on peut s'aimer de passion, d'amour fou, mais on peut s'aimer aussi de tendresse, garder de l'affection, du respect ou de l'amitié. Donc, je dis toujours aux parents, mais les parents se sont souvent tellement blessés. Il y a une blessure d'amour-propre qu'ils n'arrivent pas de l'un ou de l'autre, ou des deux, qu'ils Oui, oui, n'arrivent plus à malheureusement garder ce que tu dis, un respect oui, c'est ça. mutuel pour leur enfant. Or, c'est ça qui est Mais important. oui, c'est ça. J'aimerais que tu Tu citais véhicules ce ouais, ouais. message. Tu citais Dolto tout à l'heure et l'importance des mots. C'est-à-dire que je dis souvent, moi, bien sûr, on passe tous par des creux et des bosses. Nos enfants passent par des creux et des bosses. Quand il n'y a pas les mots et quand il n'y a pas de sens, c'est là que c'est douloureux. Et Mais quand, respecter leur maman. voilà, et Hein, quand il y a du sens là-dessus et que voilà. Au dans le lieu de maudire l'un. respect, Moi, j'aime mon enfant, et mais bien ma sûr, femme, je ne peux plus la voir. C'est dramatique. et C'est la oui, c'est moitié de lui. Ou l'inverse, papa, je ne peux plus voir ce type. Ben oui, mais essayez de recomprendre votre histoire. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire avec la médiation. je viens, Mais la mé... je viens N'est-ce pas? d'écrire, je viens d'écrire un dernier livre là. Dans les remerciements, il y a les remerciements à la maman. Ah, voilà. Tellement. Et puis de se parler. Quand les deux parents viennent en consultation alors qu'ils sont séparés, eh ben, je vous assure que pour les enfants, c'est réparateur. Mes Oui, parents oui. viennent prendre conseil. Dans un des groupes de parents, j'ai un couple qui est en train de se séparer. Et donc, ils viennent là pour continuer d'être dans cette fonction parentale et de réfléchir aux mots, à l'accompagnement, comment on va faire ensemble dans les maisons, ceci, cela. À respecter ce dont l'autre Respecter a l'un et l'autre. souffert et pour lequel on ne pouvait rien. Déjà, ben, c'est pas dramatique, on n'est que des êtres humains, mais ça Tout à ne fait. doit pas être une blessure d'amour propre Non. telle qu'on soit dans un conflit Ah oui. dramatique. Ah oui. Qu'est-ce Ah, que vous ça. pourriez nous partager par rapport, au concept de restriction, de limite? Est-ce qu'il y a des domaines où il faut imposer des restrictions? J'ai horreur du mot limite, moi. Je sais pas, Edwige, mais Pareil. j'aime bien le mot Ah, cadre. Elle a utilisé le mot cadre tout à l'heure. même, Mais même. alors, les mots limite, imaginez de limiter un enfant. Si je vous appelle, c'est impossible. Par contre, un Mais alors cadre protecteur avec, parce qu'a développé Edwige tout à l'heure, oui, mais pas des limites. mais Un alors quel cadre. mot On est-ce est que tu tellement utiliserais d'accord. face à un adulte qui te marcherait dessus? C'est l'adulte qui Tu a pas de mettrais limite. quoi si c'est pas une limite? Un Ah ben, adulte qui te c'est mon manquerait de cadre respect? protecteur. Je dirais éventuellement cet adulte. Là, vous rentrez dans ma bulle. Hein. Bon, s'il vous plaît, reculez un peu. Je prends Mais je veux soin de dire, moi. qui te manquerait de respect, tu n'utiliserais pas le terme de limite, Ah, mais j'adore ni de ça, cadre Clara. face à un adulte, n'est-ce pas? Vous avez Tu as raison. un exemple précis, Clara? Quelqu'un qui t'injurie. Oui. Eh ben, je parle. Comment vous poseriez la limite, vous? Alors moi, je vous donne l'exemple. Moi, je Non, dirais je simplement, veux dire, tu n'aimes pas le terme de limite. Moi, je ah ben, n'aime moi, pas quand quelqu'un qui va quand il est jurer, juste destiné aux je enfants, pourrais avoir de mais l'empathie. Comment? Je pourrais avoir de l'empathie pour cette personne en disant il y a un souci en face, si elle m'injurie, déjà aussi. Le problème est chez l'autre. Et je pourrais dire, je reçois mal ce message-là. Qu'est-ce qui se passe pour toi?
tout ça est possible quand vous faites ce travail d'introspection que je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on réapprend à s'aimer, on réapprend à aimer la relation, on apprend à re-aimer l'autre. Et bien sûr qu'il y a des moments où c'est plus difficile, mais on apprend à être dans ce regard-là vis-à-vis de l'autre. Mais est-ce que tu pourrais dire éventuellement que cet autre adulte, puisque moi j'aime bien comme boussole ne pas parler des enfants ou aux enfants ou faire avec eux des choses que je ne me permettrais pas avec un Voilà. adulte. Donc voilà, donc je reviens à cet exemple d'un adulte qui t'injurierait, n'est-ce Ouais, pas, c'était en ouais. France, moi. Et est-ce que tu pourrais utiliser le terme limite en disant il a franchi une certaine limite de respect? Est-ce que ce mot te déplairait, s'il s'agissait d'un adulte? Non, Oui, ou bah, enfin, un adulte, bon, il y a souvent, on peut me manquer de respect, ah oui, parce que je dis qu'il ne faut pas frapper les enfants. «Oui, cette conne-là» et cetera, des choses comme ça, c'est tout le temps. moi, Mais quelqu'un bon, qui m'a- je me dis, je me rappelle, comme ça, j'ai un exemple qui me revient. C'était le jour de mon anniversaire. Je m'étais déplacé pour quelque chose, pour aider un groupe, et je me suis fait agresser par quelqu'un parce que je ah, avais du retard. Ma limite, étrange. là, ça a été stop, mais vraiment comme ça, stop. Ça, je ne veux pas recevoir. Ça a été ça ma limite. Et Bah, après, donc c'est une limite quand même. Non, parce que tu commençais en disant que tu Stop, il détestais a ce mis une mot. limite. c'est ma limite à moi. Voilà, Ah voilà, exactement, C'est ma limite à c'est moi. exactement. C'est-à-dire que poser ah, une c'est autorité, comme a pu ça, le dire Edwige tout à l'heure, que c'est j'espère Jules ça. s'appelle le leadership, j'aime beaucoup ce mot-là, c'est qu'est-ce qui est supportable pour moi. C'est pas, Voilà. là, moi, je veux bien jouer. L'exemple que je prends tout le temps, si je joue à un jeu avec un enfant sur la table, qui se lève, qui s'en va, enfin, qu'il a 8, 9 ans et qu'éventuellement il pourrait être assis, je vais lui dire, ma limite, ça va être, moi, je veux bien jouer au jeu avec toi là. Mais si tous les 5 minutes tu te lèves, tu repars, tu reviens, moi, je peux plus. Donc, on fait Donc quoi? On donc fait c'est quoi? poser nos limites, tout C'est comme on poser pose Oui, notre c'est cadre. ça Clara, tu dans as raison. la C'est culture nos française, limites. je te mets des limites. Je suis Non, exactement pareil. Je vais dire les limites, comment on fait je vais ensemble? dire: «Écoute, excuse-moi, Ah, mais vas-y. là, j'arrête de jouer Voilà. et je peux plus». Mais je vais, voilà, poser mes limites. Alors, si c'est en consultation, par exemple, quelqu'un, c'est très rare, mais qui va dire, «Non, mais là, docteur, quand j'ai un couple et qu'il ne le ressent pas pareil, non, mais docteur, j'accepte pas que vous disiez ça, ça». Bon, je vais expliquer, mais si vraiment on me dit: «Ben, moi, c'est pas comme ça et c'est tout», je dis: «Bon, ben là, je suis désolée, on va pas travailler ensemble, c'est pas grave» et finalement tout le monde se calme. J'aime bien le mot «c'est pas grave», c'est-à-dire que je punis pas, je dis: «C'est pas grave, mais là, je peux pas faire». Voilà. Ou avec un enfant: «Excuse-moi, là, je suis fatiguée». Et par exemple, pour les devoirs, comme j'aide mes petits-enfants, parce que je suis ambitieuse pour eux et que je veux qu'ils soient cultivés, si vraiment, c'est non, c'est n'importe quoi et cetera, eh bien, je vais dire: «Bon, bah, aujourd'hui, on est fatigué et là, je peux plus. Mais bon, c'est pas grave, on verra demain» ou ça. En général, ça se calme vite, hein. Donc j'aime bien le mot «c'est pas grave» parce que j'aime pas leur mettre de la culpabilité. Ouais, Je me dis: Et «C'est à moi ma propos de méthode, mais alors, en en fait, fait». une chose qui est revenue quand même, plusieurs fois là depuis que j'ai annoncé à quelques personnes, que je partais sur un projet sur l'éducation non violente. Ce sont des mamans solo qui m'ont dit: «Ah bah, le prochain film, tu le feras sur la violence des enfants envers leur maman» Oui, oui, les et enfants tapent et les enfants alors mordent. ou disent des mots vraiment offensifs ou C'est voilà ça. et donc je Alors, me suis rendu compte que justement cette histoire de poser ses limites par rapport au respect qu'on aurait peut-être plus facilement vis-à-vis d'un adulte, qui pour des parents qui essayent d'être justement des parents conscients, bienveillants et cetera, c'est peut-être plus facile de faire le stop dont tu parlais Arnaud, parce que sous prétexte de vouloir les laisser explorer, être eux-mêmes, être libres et cetera et après ça finit par déraper jusqu'à ce que ce soit presque trop tard et donc j'ai plutôt des mamans, Ah non, oui, mais mais démunies Clara, face à ça. Edwige parlait de respect tout à l'heure, c'est un respect mutuel, hein. C'est qu'est-ce mutuelle. qui est supportable pour soi. Donc Si une maman, vous ouais, ça c'est plus supportable pour moi et c'est ça. comment elle va se positionner par rapport à Mais ça? justement, une maman qui souhaite ne pas punir, c'est plus Ouais. délicat parce qu'à court terme, c'est sûr qu'on a un résultat, Non, immédiat on peut avec la élever punition. sans punir, hein. Je Ouais. vous parle avec 50 ans de pratique. 50 ans de pratique, 2 générations, c'est-à-dire que là, je soigne les bébés de mes bébés. C'est absolument fantastique.
Je revois Et les donc, jeunes qu'est-ce que tu parents arriver. dirais à ces Et mamans donc, je ne peux pas vous dire que l'éducation bienveillante, avec tout ce que je prône, va faire des enfants insupportables. Ce Non, n'est pas vrai, c'est pas pas vrai. vrai. Et donc, ce que je dirais aux mamans, c'est qu'il faut qu'elles se passionnent. Moi, je dis toujours, il y a les enfants qu'on subit et les enfants pour lesquels on se passionne. Vous avez des gens qui mettent un petit être humain au monde, c'est la chose la plus extraordinaire, et qui vont être extrêmement intéressés et attentifs. Et puis vous en avez d'autres qui font des enfants parce qu'il faut des enfants, mais ils sont tout de suite agacés, ils pensent tout de suite à quand est-ce qu'il va faire ses nuits et me foutent la paix. Et ceux-là, ils vont avoir beaucoup plus de mal. Mais les premiers, ils vont être naturellement respectés. Donc moi, je dis à la maman, vous vous posez, l'enfant, il ne cherche pas à ne pas vous respecter. Alors souvent, comme dirait Arnaud, peut-être ces enfants ont eux-mêmes pas respecté leur maman. Donc c'est une histoire qui se transmet. Et maintenant, la femme qui a pas respecté sa mère, elle a peur quand elle devient mère. Et ça, les psychanalystes connaissent bien ça et ils ont raison. Et une mère qui est, par exemple, à l'accouchement, elle vous dit ma mère ne viendra pas, je ne veux pas d'elle. Ça, il faut absolument travailler là-dessus parce qu'elle, du coup, elle a peur qu'un enfant soit aussi cruel avec elle qu'elle l'a été avec sa mère. Elle a peut-être eu de très bonnes raisons d'être dure avec sa mère, mais elle va avoir peur de son enfant. D'ailleurs, les mamans qui sont en conflit avec leur mère, des fois, elles ne peuvent même pas avoir de bébé. Tellement ça leur fait peur que mon enfant me traite comme j'ai traité ma mère. Donc, il faut travailler ça. Et pour que la mère n'ait pas peur du manque de respect. Ce qui crée ces tensions, c'est qu'elle ait peur. Donc il faudrait lui dire, n'ayez surtout pas peur qu'il vous manque de respect. Intéressez-vous à votre enfant. Un enfant, c'est très intéressant. Et vous verrez qu'il ne vous manquera pas de respect. Et les rassurer. Ça, c'est vraiment la base du respectorat. Mais tout dépend de ce qu'on appelle le respect. Tu aurais quelque chose à rajouter sur ce point? Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ces mamans qui, justement, ne savent pas comment stopper certaines choses offensives, voire violentes, sans passer justement par la punition? Je serais tenté de dire je serais tenté de dire qu'elles aillent voir Edwige ou qu'elles aillent me voir ou quelqu'un d'autre dans leur ville pour réfléchir à tout ça. C'est la question de l'autorité, c'est la question de ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qui fait que cet enfant se comporte comme ça? Quand on est dans le respect et élevé dans le respect, comme dirait Edwige, j'en venais pas là-dedans. Je vois actuellement, j'accompagne une enfant. C'est d'une violence avec sa mère. Elle a 8 ans. C'est d'une violence. Elle insulte sa mère, elle la tape. La maman, elle a un mal fou. Elle arrive à. Mais la maman a bien compris qu'il fallait qu'elle travaille des choses sur elle. Elle dit, je ne sais même pas si moi-même je suis aimable. Alors je comprends que ma fille ne me respecte pas. Donc vous voyez, il y a tellement d'enjeux et cette maman parle de la relation avec sa propre mère aussi d'ailleurs. C'est ça. Si je devais conseiller un livre aux parents, eh bien, ouais, moi je penserais beaucoup à. J'aime beaucoup les livres de. Bon, attendez, je réfléchis parce que je veux vraiment vous dire quelque chose qui ne soit pas dans mes livres, mais qui soit très utile aux parents. Où vraiment je me dise, eh bien, j'aime beaucoup le livre de Catherine Guéguen pour une enfance heureuse. Elle explique très bien les choses. C'était compliqué. Il y a plein de livres comme ça, des rencontres. Alors bien sûr, le livre de Catherine. Moi, je trouve, mais pour les parents, c'est peut-être quelquefois, je trouve que tous les ouvrages d'Alice Miller sont passionnants. Alice Miller. Il y en avait Ouais. un, lequel en Oh, particulier? c'est pour ton bien, je trouve que Ouais. C'est la Bible. Ah oui, je trouve. C'est pour ton bien. Après, je vais parler, j'ai pas une œuvre comme Edwige, mais je trouve que porter un regard bien traitant sur soi et sur l'enfant que j'ai écrit, les parents, c'est un bouquin très simple parce que et je trouve que les parents me donnent des retours, en disant ah c'est quand même aidant, ça me donne des pistes, voilà. Donc ça, mais il y en a plein d'autres. Je trouve que ce qu'écrit Isabelle Filiosa était très intéressant aussi. Je regarde ma bibliothèque là, mais bon. Il faut aller à la rencontre d'un livre qui va vous amener à un autre livre, qui va amener, voilà. Oui, oui. Un grand merci Edwige et Oui, Arnaud. c'est Et à beaucoup de très travail. bientôt. Merci. On se reparle de tout Faut ça continuer bientôt. aussi ton travail, Clara. Surtout continue avec toutes les personnes que tu trouves parce que juste une chose, tu vois la loi.
Elle a fini par passer au bout de 10 ans.